Dans un tribunal bondé, le juge austère en fauteuil roulant était sur le point de condamner un père pauvre pour un crime qu'il jurait n'avoir pas commis. C'est alors que la fille de l'accusé, une enfant de 7 ans, se leva, s'approcha du juge et dit d'une voix ferme « Libérez mon papa, et je le ferai marcher ». La salle éclata de rire jusqu'à ce que quelque chose d'extraordinaire se produise, et que les rires cèdent la place au silence. Pour comprendre comment ce moment incroyable fut atteint, il faut revenir quelques minutes en arrière. L'air dans la salle d'audience était dense, presque irrespirable, chargé du poids d'innombrables verdicts et destins scellés. Les murs, lambrissés de bois sombre et d'étagères regorgeant de livres aux reliures dorées qui ne brillaient plus, semblaient absorber le peu de lumière qui filtrait par les hautes fenêtres. Au centre de tout, élevé au-dessus des autres tel un monarque sur son trône d'ébène, se trouvait le juge Antoine Dubois. Son visage était un masque de sévérité, chaque ride sculptée par des années de décisions implacables, et une amertume qui s'était enracinée dans son âme bien avant que l'accident de voiture ne le confine à ce fauteuil roulant. Il y a 15 ans, le crissement des pneus et le fracas du métal tordu avaient réduit au silence non seulement ses jambes, mais aussi tout vestige de compassion qu'il aurait pu abriter. Depuis, le juge Dubois était devenu une légende, un symbole de la justice aveugle et froide, un homme pour qui l'émotion était une faiblesse inadmissible dans l'enceinte sacrée de la loi. Les jeunes avocats tremblaient en présentant leurs affaires devant lui, et les accusés savaient que leur supplique de clémence se heurterait à un mur d'indifférence. Ce matin-là, son regard d'acier était fixé sur l'homme assis devant lui. Un homme dont la vie ne tenait qu'à un fil face à l'imposante estrade. Les mains menottées sur ses genoux, se tenait Jean-Luc Morin. Ce n'était pas un criminel endurci, mais un homme ordinaire, un père célibataire, dont le visage était marqué par l'épuisement et le désespoir. Ses yeux, inquiets et cernés, sautaient d'un bout à l'autre de la salle, cherchant une étincelle d'espoir dans un lieu qui n'en offrait aucune. C'était un ouvrier du bâtiment, aux mains calleuses et à la peau tannée par le soleil, accusé d'un vol à main armée dans une pharmacie locale. Les preuves contre lui étaient, en apparence, accablantes. Il y avait une vidéo de surveillance granuleuse montrant un homme de sa corpulence, un témoin oculaire qui l'avait identifié lors d'une séance d'identification et des relevés de son téléphone portable qui le situait près de la scène du crime. Cependant, malgré la montagne de preuves, la vérité dans les yeux de Jean-Luc était autre. Il suppliait non pas la pitié, mais une justice réelle, une justice que les froids documents et les images floues ne pouvaient révéler. Assise au premier rang, à peine visible derrière la balustrade en bois, se trouvait sa fille Sophie. Âgée de seulement 7 ans, elle observait tout avec une quiétude impropre à son âge, son petit menton appuyé sur ses mains, sa robe fleurie délavée et ses chaussons usés, racontant une histoire de difficulté que le tribunal refusait d'entendre. Le juge Dubois examinait les derniers documents avec une minutie presque chirurgicale. Chaque mouvement de ses mains était précis et délibéré, comme s'il disséquait les derniers vestiges d'espoir de l'accusé. Le son de son stylo, frappant rythmiquement le bois de son bureau, résonnait dans le silence tendu. Un métronome qui marquait le compte à rebours vers la condamnation. La salle était bondée, des journalistes avec leurs carnets prêts à saisir le drame. Des proches du pharmacien agressé qui lançaient des regards haineux vers Jean-Luc et les fonctionnaires indifférents du tribunal qui avaient déjà vu cette scène des centaines de fois. Antoine leva les yeux. Son regard froid parcourut la salle avant de s'arrêter à nouveau sur Jean-Luc. Sa voix, grave et sans inflexion, rompit le silence avant de procéder à la lecture du verdict final. Il dit lentement, traînant les mots pour leur donner plus de poids. « Quelqu'un ici souhaite-t-il ajouter quelque chose qu'il considère d'une importance capitale pour cette affaire ?» C'était une formalité, une question rhétorique qui recevait rarement une réponse. Le silence devint encore plus profond, une couverture lourde qui étouffait toutes les personnes présentes. Aucune main ne se leva, aucune voix n'osa interrompre. Le rituel, le destin de Jean-Luc Morin semblait scellé, son avenir réduit à une cellule de prison. Mais alors, quand l'espoir n'était plus que cendre, quelque chose d'inattendu se produisit, comme une petite flamme s'allumant dans l'obscurité la plus absolue. Une voix fine, mais incroyablement claire et décidée, résonna dans la cathédrale du silence. « Je veux dire quelque chose. » Toutes les têtes se tournèrent à l'unisson comme si elles avaient été mues par un seul fil. Un murmure de surprise et de confusion parcourut la salle comme une vague. Là, debout au premier rang, se trouvait la petite Sophie. Elle avait quitté le banc où elle était restée immobile pendant des heures, et maintenant, avec une détermination qui défiait sa frêle silhouette, elle marchait vers le centre du tribunal. Ses pas étaient courts, mais fermes,
chacun d'eux un acte de défi contre l'imposante autorité de la salle. Le juge Dubois fronça les sourcils, un mélange d'irritation et d'intrigue traversant son visage impassible. Un huissier se déplaça pour l'intercepter, pour la ramener à sa place et rétablir l'ordre. Mais un léger geste de la main du juge l'arrêta net. Sophie s'arrêta juste devant l'estrade, leva sa petite tête et regarda directement dans les yeux de l'homme qui tenait l'avenir de son père entre ses mains. « Je suis Sophie Morin, la fille de Jean-Luc, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement mais sans se briser. « Et j'ai quelque chose d'important à dire avant que vous ne commettiez une terrible erreur. » L'audace de la fillette laissa la salle dans un état de choc collectif. Les murmures se transformèrent en chuchotements audibles. Les journalistes se penchèrent en avant, leurs stylos volant sur le papier, flairant une histoire bien plus juteuse que celle d'un simple vol. Le juge Dubois observa la fillette, ses yeux plissés comme s'il essayait de déchiffrer une énigme. Il ne la voyait pas comme une enfant, mais comme une interruption, une anomalie dans son univers ordonné et prévisible. Ses yeux, habitués à désarmer les avocats les plus expérimentés, la transpercèrent d'une froideur coupante, s'attendant à ce qu'elle recule, qu'elle batte en retraite devant son pouvoir. Mais Sophie ne bougea pas, elle resta ferme. Un petit soldat défendant sa dernière forteresse. « Tu as 2 minutes, fillette », concéda le juge, sa voix dégoulinante d'impatience et de condescendance. « Et je te conseille de savoir très bien ce que tu fais, car la patience de ce tribunal a une limite très claire. » L'avertissement flotta dans l'air, une menace voilée, mais Sophie ne sembla pas s'en émouvoir. Elle inspira profondément, un petit mouvement de sa poitrine qui fut presque imperceptible, et serra les poings le long de sa robe, s'ancrant dans son but. « Monsieur le juge », commença Sophie, sa voix maintenant plus ferme, résonnant avec une conviction qui semblait impossible pour quelqu'un de sa taille. « Vous allez envoyer mon papa en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. » Puis, elle marqua une pause, laissant ses mots imprégner l'atmosphère tendue avant de lancer son incroyable proposition. « Mais si vous le libérez, si vous me faites confiance et que vous croyez qu'il est innocent, je vous ferai marcher à nouveau. » Si la salle avait été silencieuse auparavant, elle semblait maintenant être entrée dans un vide absolu. Le temps lui-même sembla s'arrêter. Un instant, personne ne sut comment réagir. Puis, l'incrédulité fit place à la moquerie. Un murmure de surprise fut immédiatement suivi de rires contenus. D'abord quelques-uns, puis une vague qui emplit le tribunal. Un avocat à l'arrière se couvrit la bouche pour étouffer un éclat de rire. Un journaliste sourit avec cynisme. L'idée était si absurde, si fantastique, qu'elle brisait complètement la solennité du lieu. Mais le juge Dubois ne rit pas. Son visage, si possible, se durcit encore plus. Il serra la mâchoire si fort qu'un muscle trembla dans sa joue. Ce n'était pas seulement une interruption, c'était une insulte à son intelligence, à sa souffrance. « C'est du chantage », s'écria le juge Dubois, sa voix comme le claquement d'un fouet. Le mépris dans son ton était si palpable que certains de ceux qui riaient se turent immédiatement. Il se pencha en avant dans son fauteuil roulant, son corps tendu par la colère. Un chantage émotionnel, grossier et désespéré, sorti de la bouche d'une enfant qui ne comprend pas la gravité de ce lieu, ni la sérieuse des procédures. L'accusation était brutale, conçue pour écraser la fillette et mettre fin à cette mascarade une fois pour toutes. N'importe qui se serait effondré sous le poids de ces mots. Mais Sophie garda son regard fixé sur lui, ses yeux grands et sérieux, agissant comme un bouclier contre sa colère. « Ce n'est pas du chantage, monsieur le juge », répondit-elle, sa voix calme mais inébranlable. « C'est une promesse. » La simplicité et la sincérité de sa réponse désarmèrent momentanément le juge. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à ce qu'elle s'enfuit, mais il rencontra plutôt un calme défiant qu'il ne savait comment gérer. C'était comme essayer de démolir un mur d'acier à main nue. Le juge Dubois se cala dans son fauteuil, essayant de retrouver le contrôle de la situation et de ses propres émotions. La chaleur de la fureur lui montait au cou, une sensation qu'il détestait car c'était un rappel de son manque de contrôle. « Écoute-moi très attentivement, fillette », dit-il en adoptant un ton faussement paternaliste qui était plus menaçant que sa colère. « C'est un tribunal. Je ne suis pas guidé par des promesses ni par des émotions. Je suis la loi. Et la loi se base sur des preuves, des faits tangibles, des évidences vérifiables. » Il fit un geste vers la pile de documents sur son bureau. « Et les preuves disent que ton père est coupable. Ce que tu suggères n'est pas seulement impossible, c'est une absurdité, une fantaisie enfantine. » Il s'arrêta et ajouta avec une cruauté délibérée. « Ma paralysie, pour ton information, est médicalement irréversible. J'ai passé 15 ans à écouter les meilleurs spécialistes du monde. Me dire qu'il n'y a rien à faire,
Ce procès n'est pas le lieu pour tes tours d'enfant ni pour tes miracles inventés. Alors, retourne à ta place et laisse les adultes finir ça. » La salle retint son souffle, s'attendant à ce que la fillette finisse par céder à la logique écrasante et à la froideur du juge. Mais Sophie fit un pas de plus vers l'estrade, réduisant la distance entre sa fragilité et le pouvoir inamovible de l'homme. « Mais vous n'êtes pas ici seulement pour suivre ce que disent les papiers, n'est-ce pas ?» répliqua-t-elle avec une logique et une fermeté qui surprirent tout le monde une fois de plus. Sa question n'était pas une supplique, mais un défi direct à la conception même que le juge avait de son rôle. Vous êtes ici pour faire ce qui est juste. Et parfois, ce qui est juste n'est pas écrit dans les rapports, ni ne se voit dans les photos floues. Parfois, ce qui est juste se ressent ici. En disant cela, elle porta sa petite main à son cœur, un geste si simple et si pur qui contrastait violemment avec l'atmosphère cynique du tribunal. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne parlait pas au juge, mais à l'homme. Quelqu'un faisait appel à une partie de lui qu'il croyait morte et enterrée sous des couches de douleur et de ressentiment. La réponse de Sophie avait subtilement changé la dynamique, transformant son offre d'un tour désespéré en une question fondamentale sur la nature de la justice. Le juge Dubois sentit un pincement d'irritation si aigu qu'il faillit perdre son calme. Il serra les accoudoirs de son fauteuil avec une force démesurée, ses jointures blanchissant sous la pression. Le cuir usé craqua sous ses doigts. Qui se croyait cet enfant pour lui donner des leçons sur la justice? Lui qui avait dédié sa vie entière à la loi, qui avait tout sacrifié pour elle. Ce qui est juste est dans la loi, et la loi exige des preuves, des faits, de la structure, grogna-t-il, sa voix vibrant d'une fureur contenue. Pas des tours émotionnels, pas des miracles de foire. Son regard dévia un instant vers ses propres jambes, immobile et étrangère sous sa robe noire. La douleur fantôme, un écho constant de son ancienne vie, sembla s'intensifier. Il détestait qu'elle ait touché ce nerf, qu'elle ait transformé sa tragédie personnelle en partie de ce cirque. Il voulait en finir, frapper le marteau et condamner Jean-Luc Morin à l'oubli. Mais quelque chose dans le regard inébranlable de la fillette l'arrêta. C'était un regard qui ne jugeait pas, qui ne plaignait pas, mais qui semblait voir à travers sa carapace directement l'homme prisonnier qui était à l'intérieur. « Alors laissez-moi vous le montrer », insista Sophie. Sa voix maintenant un murmure qui fut pourtant entendu dans toute la salle. « Je ne vous demande pas d'annuler le procès. Je ne vous demande pas de libérer mon papa tout de suite. Je vous demande juste une petite preuve. Donnez-moi juste une minute. Ici et maintenant. Laissez-moi vous montrer. Pas tout. Juste un peu. Assez pour que vous compreniez que ce que je dis est vrai. Assez pour que vous voyiez que vous pouvez choisir la vraie justice, pas celle des papiers. » La proposition était astucieuse, presque machiavélique dans sa simplicité. Elle ne demandait pas au juge de compromettre son verdict, seulement d'ouvrir une minuscule fissure dans son scepticisme. La salle entière se remplit d'une attente palpable, une tension si dense qu'elle pouvait être ressentie sur la peau. C'était comme si un éclair était sur le point de frapper l'intérieur du bâtiment. Les journalistes avaient cessé d'écrire et observaient maintenant immobiles. Les avocats, le procureur, même les gardes, tous fixaient le juge Dubois, attendant sa décision. Le destin de l'audience et être bien plus encore, dépendait de sa réponse. Le juge Antoine Dubois se retrouva pris dans un dilemme impossible. Son esprit, logique et entraîné, lui criait que c'était une absurdité monumentale. « C'est un tribunal, pas une scène de théâtre », pensa-t-il, ressentant une vague d'agacement. Permettre ce spectacle créerait un terrible précédent, transformerait sa salle en un cirque et saperait son autorité à vie. Il serait la risée de toute la communauté juridique. Il pouvait imaginer les titres du lendemain, les moqueries de ses collègues. Cependant, quelque chose dans les mots de la fillette, assez pour que vous compreniez, l'avait empêché de clore le sujet immédiatement et de manière décisive. Il y avait une partie de lui, une partie qu'il détestait admettre qu'elle existait, qui était rongée par la curiosité et, sous la curiosité, au plus profond de son être, il y avait un désir désespéré, un désir aussi ancien et douloureux que sa propre paralysie. Et oui, la question était un poison, une graine d'espoir irrationnel qui menaçait de détruire l'ordre qu'il avait mis tant de temps à construire. Le scepticisme luttait contre le désespoir sur le champ de bataille de son âme. Le silence se prolongea pendant ce qui sembla une éternité. Chaque seconde était une goutte de plomb tombant dans un puits sans fond. Jean-Luc Morin, depuis le banc des accusés, regardait sa fille avec un mélange de fierté et de terreur. Il voulait lui crier d'arrêter, de ne pas s'exposer à plus d'humiliation pour lui, mais les mots se nouaient dans sa gorge. Il était paralysé par l'impuissance, un spectateur de plus dans le drame que sa propre fille avait déclenché. Le juge Dubois finit par détourner son regard de Sophie
et le dirigea vers ses propres mains, qui reposaient inertes sur ses genoux. Il se rappela la sensation de l'herbe sous ses pieds, le plaisir de courir, la simple normalité de marcher dans un couloir. Des souvenirs qui s'étaient estompés, presque comme s'ils appartenaient à une autre personne. La rage qu'il ressentait contre la fillette commença à se transformer en quelque chose de plus complexe. Une rage contre son propre destin, contre l'injustice de sa propre condition. Était-ce cette rage, ou peut être la pure et audacieuse foi dans les yeux de la fillette, qui finit par faire pencher la balance. Sans dire un mot, le juge Dubois fit un geste presque imperceptible de la tête. Ce n'était pas un oui clair, mais ce n'était pas non plus un non. C'était une capitulation silencieuse, une permission tacite qui flottait dans l'air comme une sentence suspendue. La salle entière sembla exhaler à l'unisson. Sophie comprit le signal. Avec une solennité à glacer le sang, elle fit lentement les derniers pas qui la séparaient de l'estrade. Le tissu de sa robe effleurait doucement le sol de marbre, le seul son dans un monde qui s'était tu. Elle s'arrêta juste devant l'imposant fauteuil roulant, un David minuscule devant un Goliath de bois et d'acier. Et alors, avec une grâce et une révérence que personne n'attendait, elle s'agenouilla. Le contact de ses petits genoux sur le marbre froid résonna comme un coup sec. Le geste de s'agenouiller, un acte de soumission et à la fois de pouvoir, capta l'attention de tous d'une manière que ces mots n'avaient pas réussi. Elle ne défiait pas le juge, elle priait pour lui. La dynamique avait complètement changé une fois de plus. Agenouillée devant le fauteuil roulant, Sophie leva ses mains tremblantes, et avec une délicatesse infinie, les posa sur les genoux immobiles du juge. Le contact de sa peau chaude et douce sur le tissu épais de son pantalon fut comme une petite décharge électrique. Pour le juge Dubois, ce fut un geste d'une intimité si étrange et accablante qu'il dut réprimer l'envie de la repousser brusquement. Il y avait des années que personne ne le touchait de cette manière, avec ce mélange de révérence et d'espoir, sans la distance clinique d'un médecin ou la pitié maladroite d'une connaissance. Les paumes de la fillette tremblaient légèrement, mais son expression était d'une concentration absolue. Elle ferma les yeux avec force, comme si elle voulait bloquer le monde extérieur et concentrer toute son énergie sur un seul point. Elle inspira profondément une fois de plus et commença à murmurer. Ce n'étaient pas des mots reconnaissables. Ce n'était pas une prière apprise d'un livre de catéchisme. C'était un balbutiement doux, un chuchotement cadencé, qui semblait jaillir directement de son cœur sans filtre, sans ornement. C'était un langage pur chargé d'un sentiment brut et sincère, la foi dans sa forme la plus élémentaire. Les sons qui sortaient des lèvres de Sophie étaient comme un ruisseau coulant sur des pierres, une mélodie douce et constante qui semblait avoir le pouvoir de traverser l'épaisse carapace invisible que le juge Dubois avait construite autour de lui. Il garda les yeux durs, la mâchoire serrée, tentant de toutes ses forces d'ignorer ce geste enfantin, de le cataloguer comme une manipulation de plus. Il se répétait que c'était une mascarade, une mise en scène pour émouvoir un jury imaginaire. Mais malgré sa résistance, les chuchotements de la fillette semblaient s'infiltrer par les fissures de son armure, atteignant des lieux qu'il avait tenus sous clé pendant 15 ans. La fillette serra les yeux plus fort, son petit visage contracté dans un geste d'effort suprême, comme si elle luttait contre une force invisible, comme si elle soulevait un poids énorme avec sa volonté. Elle chuchotait avec une foi inébranlable, ses doigts pressant légèrement la peau du juge, tandis que ses genoux restaient en contact avec le marbre glacé, une ancre d'humilité au milieu de la tempête d'émotions qui parcourait la salle. Un instant, personne n'osa rompre le sortilège. Le scepticisme de la salle avait été remplacé par une étrange fascination, une curiosité morbide de voir comment se terminerait cet incroyable spectacle. Même les journalistes les plus cyniques avaient baissé leur carnet, mais le silence était trop fragile pour durer. Une toux sarcastique, délibérément forte, rompit l'ambiance depuis le fond de la salle. « Allez, la faiseuse de miracles, voyons si tu le fais danser le flamenco », se moqua un homme d'une voix moqueuse, provoquant les premiers rires nerveux. La blague cruelle rompit la tension, et, comme un barrage qui se fissure, l'incrédulité fit à nouveau place à la moquerie ouverte. Les rires devinrent plus forts, plus cruels, s'alimentant les uns les autres. « Peut-être qu'il a besoin de plus de concentration », cria un autre. « Ou d'une donation pour la cause », ajouta un troisième. Sophie resta immobile, comme si elle était dans un univers propre, où les moqueries ne pouvaient pas l'atteindre, mais un léger tremblement dans ses épaules trahissait l'impact de la cruauté. Le juge Dubois sentit une vague de colère, mais cette fois ce n'était pas envers la fillette. C'était une fureur froide et affûtée dirigée vers la foule, vers cette meute de hyènes qui se moquait de la foi d'une enfant et, par extension, de sa propre tragédie. Il voulait frapper le marteau de toutes ses forces, leur crier de se taire,
imposer l'ordre avec la tyrannie que tous attendaient de lui. Intérieurement, il voulait en finir une fois pour toutes, protéger la fillette de plus d'humiliation et se protéger lui-même du faux espoir qui menaçait de l'empoisonner. Mais quelque chose en lui hésitait, une partie ancienne de lui-même, la partie qui se souvenait de ce que c'était de croire en quelque chose de plus grand que la loi et la logique, désirait désespérément qu'elle ait raison. Il aspirait, avec une intensité qui l'effrayait, à ressentir quelque chose, n'importe quoi, dans ses membres morts. Et ainsi il resta silencieux. Son visage un masque de pierre, mais son intérieur un champ de bataille où le cynisme et un désir interdit luttaient à mort. Il devint, sans le vouloir, le protecteur silencieux de son petit rituel. Les 2 minutes passèrent, une éternité mesurée en chuchotements et en rires contenus. Le murmure de Sophie cessa aussi brusquement qu'il avait commencé. Le silence qui suivit fut lourd, expectant. Encore agenouillée, la fillette leva lentement le visage et le regarda. Ses yeux, grands et humides, étaient remplis d'un espoir si pur et vulnérable qu'il était presque douloureux pour le juge de les regarder. Il cherchait sur son visage un signe, un tremblement, un geste, la moindre confirmation que son effort n'avait pas été vain. Son regard était une question silencieuse qui l'exposait, qui le mettait à nu devant toute la salle. Tous les yeux étaient maintenant fixés sur lui, attendant sa réaction, son verdict sur le soi-disant miracle. Le pouvoir était à nouveau entre ses mains. Il pouvait écraser cet espoir d'un seul mot ou l'alimenter d'un mensonge. La pression était immense, et Antoine Dubois fit la seule chose qu'il savait faire, se réfugier dans sa carapace de cynisme et de mépris. Lentement, délibérément, le juge Dubois haussa un sourcil. Ce fut un petit geste, mais chargé d'un dédain infini. Et puis il laissa échapper un rire. Ce ne fut pas un éclat de rire, mais un rire sec, court et amer, un son rouillé qui semblait sortir du plus profond de sa déception. « C'était tout », dit sa voix dégoulinante d'un mépris plus cruel que n'importe quel cri. « Une performance enfantine, je dois admettre que touchante, mais complètement inutile. » Il regarda Sophie directement dans les yeux, sans pitié. « J'apprécie ton enthousiasme, fillette. Mais comme on pouvait s'y attendre, il ne s'est absolument rien passé. Mes jambes sont aussi mortes qu'il y a 5 minutes. » Son rire, bien que bref, fut le signal que la foule attendait. Ce fut la porte qui s'ouvrit à la cruauté des autres. Le tribunal, libéré de l'étrange tension, éclata de rires ouverts et bruyants, un chœur de moquerie qui s'écrasa contre la petite silhouette de Sophie. « Le miracle est périmé !» cria un jeune homme depuis le fond. Une femme murmura à sa voisine assez fort pour être entendue. « Pauvre petite, elle va être traumatisée pour toujours. » Le son des rires fut comme une gifle physique pour Jean-Luc Morin. Il se tordit sur le banc des accusés, l'impuissance et la rage luttant en lui. Il tenta de se lever, de leur crier à tous d'arrêter, de laisser sa fille tranquille, mais il fut immédiatement maîtrisé par le garde à ses côtés, qui lui pressa l'épaule avec force. « Sophie, ma fille, ne les écoute pas. Ne fais pas attention à eux !» cria-t-il, sa voix brisée par l'angoisse et l'amour. Son cri résonna par-dessus le bruit, mais fut noyé par la vague de cruauté. Sophie, qui s'était déjà levée, regardait autour d'elle complètement perdue, comme si elle s'était réveillée dans un cauchemar. Les visages qui la regardaient étaient déformés par le rire et la moquerie. Sa tentative désespérée d'aider son père s'était transformée en un spectacle humiliant, en divertissement pour une foule ennuyée. Elle tenta de respirer, mais le nœud dans sa gorge était si grand et douloureux qu'elle ne pouvait pas faire passer l'air. Ses yeux, auparavant pleins de foi, se remplirent maintenant de larmes de confusion et de honte. Le juge Dubois réajusta ses lunettes sur son nez, un geste habituel qu'il utilisait pour réaffirmer son autorité et se distancier émotionnellement. Il s'éclaircit la gorge, en exigeant le silence. « Rétablissons l'ordre dans cette salle », ordonna sa voix d'acier coupant l'air et faisant taire les derniers rires. « C'est un tribunal, pas une cour de récréation. Nous avons une sentence à exécuter. » Sa froideur était revenue, plus dense et plus lourde que jamais, comme si l'incident l'avait encore plus solidifié. Il prit la feuille de papier contenant le verdict, ses mains parfaitement fermes, inspira profondément, et d'une voix ferme et implacable déclara la sentence qui avait été scellée depuis le début. Après examen de toutes les preuves présentées et rejet des interruptions, ce tribunal déclare l'accusé Jean-Luc Morin coupable de tous les chefs d'accusation. Par conséquent, il est condamné à 15 ans de prison ferme. Le marteau tomba d'un coup sec et définitif, un son qui fut comme un clou dans le cercueil de Jean-Luc Morin. La fillette ne supporta plus. Au moment où le son du marteau frappa le bois, quelque chose en elle se brisa. Avec un sanglot étouffé qui se transforma en un cri de pure douleur,
Elle se retourna et s'enfuit par le couloir central de la salle. Elle poussait de ses petits bras ceux qui se mettaient en travers de son chemin sans rien voir à travers le voile de larmes qui couvrait ses yeux. Les rires la poursuivaient comme des échos cruels, comme des monstres qui lui mordaient les talons. « Où vas-tu, faiseuse de miracles ?» se moqua une voix anonyme. « Tu vas faire un autre miracle dans le couloir. » Les larmes coulaient sur son visage, laissant des sillons dans la poussière et la saleté de ses joues. Elle trébucha sur ses propres pieds, faillit tomber, mais le désir d'échapper à cette cage de cruauté était plus fort. Jean-Luc cria son nom à nouveau. Un appel désespéré de l'autre côté de la salle, mais il fut retenu par les gardes qui le relevaient déjà pour l'emmener. Le claquement de la lourde porte en bois se refermant derrière la fuite de Sophie fut comme un point final brutal et violent. La fermeture définitive non seulement d'une affaire, mais de l'innocence d'une enfant. Le juge Antoine Dubois observa la scène avec un visage durci, impassible. Il ne montra pas une once de remords ou de compassion, mais à l'intérieur une étrange pression s'accumulait dans sa poitrine, comme si une main invisible lui serrait le cœur. « C'est mieux ainsi », se dit-il, une justification silencieuse pour faire taire la pointe de culpabilité qui menaçait d'émerger. La loi est la loi. Le sentiment n'a aucun poids dans le marteau de la justice. Il répétait ces mantras qu'il avait soutenus pendant des années, les phrases qui formaient les barreaux de sa propre prison émotionnelle. Et pourtant, malgré son autodiscipline, quelque chose ne collait pas. L'image de la fillette courant, son petit corps secoué par les sanglots, s'était gravée dans sa rétine avec la force d'un fer ardent. Il avait présidé d'innombrables procès. Il avait vu des larmes d'accusés et de victimes, mais jamais auparavant, il ne s'était senti si profondément perturbé, si étrangement impliqué dans la douleur qu'il avait causée. C'était un sentiment nouveau et terrifiant qu'il ne savait comment nommer ni comment réprimer. Quelques secondes s'écoulèrent pendant que les gardes emmenaient un Jean-Luc Morin qui ne luttait plus, mais marchait comme un automate vers son destin. Le murmure dans la salle continuait, les assistants commentant le drame inattendu, mais le juge Dubois ne les écoutait plus. Il ressentait une légère nausée, une acidité qui lui montait dans l'œsophage. Il porta la main à son ventre, un geste involontaire de malaise. Il s'installa dans son fauteuil, soudainement inconfortable, comme si le cuir et le rembourrage s'étaient remplis de pierres. Et alors il le sentit. Ce fut subtil au début, si faible qu'il crut que c'était le produit de son imagination. Une hallucination provoquée par le stress du moment, une chaleur, un léger picotement, comme celui de milliers de petites aiguilles se réveillant d'un long sommeil, commença à se répandre dans son mollet droit. C'était une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis 15 longues et silencieuses années. Sa première réaction fut de négation absolue, une défense mentale pour se protéger de la folie. Ce n'est pas réel, c'est psychologique, c'est de la suggestion, c'est une hallucination causée par la mascarade de cet enfant. Il se répétait encore et encore, dans une boucle frénétique à l'intérieur de sa tête. Il essaya de se concentrer sur les papiers, sur la prochaine affaire sur la liste, sur tout ce qui pourrait le distraire de cette sensation impossible. Mais le picotement ne disparaissait pas. Au contraire, il augmentait en intensité, remontant lentement le long de sa jambe, dépassant le genou, s'étendant vers la cuisse. C'était comme si une force ancienne et puissante insufflait de la vie dans les nerfs morts, comme si une rivière qui avait été à sec pendant une décennie et demie commençait à couler à nouveau. Sa main, auparavant ferme sur le verdict, tremblait maintenant de manière incontrôlable. Il serra les accoudoirs du fauteuil si fort qu'il sentit que ses ongles allaient perforer le cuir. La salle d'audience, avec ses murmures et ses lumières artificielles, commença à s'estomper à la périphérie de sa conscience. Son monde entier s'était réduit à cette sensation incroyable qui parcourait sa jambe droite. Le tribunal commentait et riait encore sous cape, mais il n'entendait absolument plus rien. Il était sourd au monde extérieur, piégé dans le cataclysme qui se produisait à l'intérieur de son propre corps. Le picotement se transforma en une chaleur intense, puis en une brûlure et finalement en un pouls. Un battement réel et rythmique qu'il ressentait au plus profond de ses muscles. Un battement. Ses jambes, il ouvrit les yeux en grand, la panique et l'étonnement luttant pour le contrôle de son expression. Il tenta de dissimuler, de maintenir son masque de froideur, mais c'était impossible. Sa respiration devint agitée, saccadée. Une sueur froide perla son front et lui trempa le col de sa chemise. Et alors, sans réfléchir, agissant par un instinct qu'il avait cru éteint, il poussa avec une force démesurée les accoudoirs du fauteuil et força son corps vers l'avant. Ses pieds, qui pendant 15 ans avaient été des appendices inutiles, se posèrent maladroitement sur le sol de marbre. Le contact, la pression, la solidité du sol sous ses chaussures
fut la sensation la plus accablante qu'il n'ait jamais ressentie. Avec un effort tremblant qui fit crier de douleur chaque muscle de son torse et de ses bras, il se leva d'abord lentement, avec une lenteur agonisante, son corps tremblant comme une feuille dans la tempête. Puis, gagnant une confiance impossible, il se redressa de plus en plus, jusqu'à ce que, à l'étonnement de tous et à son propre choc absolu, il se tienne complètement debout, soutenu uniquement par ses propres jambes. La salle se tut. Le silence fut instantané et total, comme si quelqu'un avait éteint le son de l'univers. Un à un, les chuchotements cessèrent, les rires moururent dans les gorges. Et toutes les têtes se tournèrent pour contempler la vision impossible. Le juge Antoine Dubois, l'homme de pierre, le prisonnier du fauteuil roulant, était debout au centre de son estrade, immobile, soutenu uniquement par un miracle invisible. Personne ne respirait, personne ne bougeait. Les journalistes avaient les stylos suspendus en l'air. Les avocats le regardaient bouche bée. Le monde entier sembla s'arrêter en cet instant sacré et terrifiant, pendant 5 secondes, qui semblèrent 5 siècles. Antoine Dubois fut à nouveau un homme complet. Il sentit son propre poids distribué dans ses jambes, la tension dans ses genoux, la force dans ses cuisses. Il baissa les yeux et vit ses propres chaussures fermement posées sur le sol. Une vision aussi miraculeuse que de voir le soleil se lever à l'ouest. Le pouvoir, la normalité, la liberté de ce simple acte de se tenir debout l'inondèrent d'une euphorie si intense qu'elle fut presque douloureuse. Mais alors, aussi vite qu'elle était venue, la force commença à faiblir. Ce fut comme si un château construit sur le sable commençait à s'effondrer de l'intérieur. Une faiblesse soudaine, une sensation de vide s'empara de ses jambes. Elles cédèrent sans avertissement, comme si les fils qui le retenaient avaient été coupés par des ciseaux invisibles. Avec un cri étouffé de surprise et de désespoir, il retomba lourdement en arrière, s'effondrant sans aucune grâce dans le fauteuil roulant qui l'attendait comme une tombe ouverte. Le choc de son corps contre le siège résonna dans le silence absolu de la salle, un son sourd et terrible. L'impact le laissa sans voix. La douleur du coup dans son dos était aiguë, mais elle pâlissait en comparaison de la douleur de l'espoir brisé. Il tenta de se relever à nouveau, poussant avec la même fureur, avec le même désespoir. Mais maintenant, tout était comme avant. Ses jambes étaient engourdies, froides, immobiles. Elles étaient à nouveau des morceaux de chair inerte, étrangers à sa volonté. Il regarda ses propres jambes avec un mélange de peur et de trahison, comme si elles étaient étrangères, comme si elles lui avaient promis le ciel pour ensuite le jeter en enfer. « J'étais debout. Je l'ai senti », murmura-t-il pour lui-même. Sa voix n'était qu'un filet d'incrédulité, incapable de trouver la logique dans ce qui venait de se passer. La foule ne savait que dire, que penser. Le sarcasme et la moquerie avaient complètement disparu, remplacés par un silence inquiétant, bouleversant, comme si tous avaient été témoins de quelque chose qui défiait toute explication rationnelle, quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde de loi et de logique. Les yeux du juge, maintenant exorbités et remplis d'une émotion que personne ne lui avait jamais vue, cherchèrent frénétiquement la porte par laquelle Sophie s'était enfuie. L'image de la fillette, fuyant en larmes, se superposa à la sensation miraculeuse qu'il venait d'éprouver. Les mots de la fillette résonnèrent dans sa tête avec une clarté assourdissante, mais cette fois, ils ne sonnaient pas comme une fantaisie, mais comme une prophétie. « Juste un peu, assez pour que vous compreniez. C'était juste une preuve, » se rappela-t-il, et sa propre voix trembla en formulant la pensée. Pour la première fois depuis 15 ans, pour la première fois depuis qu'il avait revêtu sa toge, le juge Antoine Dubois n'avait aucune certitude. Il était face à quelque chose qui échappait à la raison, à la logique, à tout ce qu'il avait appris et défendu. Il était face à quelque chose que, dans toute sa rigueur et sa superbe, il avait complètement oublié qu'il existait, la foi. Et bien qu'il fût toujours assis, bien que le contrôle de ses jambes eût disparu aussi mystérieusement qu'il était venu, il le savait avec une certitude à lui glacer le sang. Cette fillette, cette petite fille humiliée, avait dit la vérité. Le lendemain se leva gris et nuageux, comme si le ciel lui-même était indécis, reflétant l'état d'esprit tumultueux du juge Dubois. Dans la voiture officielle qui le transportait, il ne regardait pas les papiers de la prochaine affaire. Il observait par la fenêtre les rues de la ville défiler lentement. Mais en réalité, il ne les voyait pas. Son esprit était pris dans une boucle, rejoint encore et encore ces 5 secondes de gloire et la chute dévastatrice qui s'ensuivit. Ses mains, normalement fermes et sûres, tremblaient légèrement alors qu'il serrait les bras de son fauteuil roulant. Depuis l'épisode au tribunal, il ne pouvait penser à rien d'autre. Ces 5 secondes debout l'avaient dépouillé de toute son arrogance, de toutes ses certitudes, de tout ce qu'il croyait immuable. Sentir ses jambes à nouveau,
sentir la vie les parcourir pour les perdre de nouveau un instant plus tard. Cela avait été une forme de torture bien plus cruelle que l'accident original lui-même. C'était comme être rejeté dans l'obscurité la plus profonde après avoir entrevu un instant la lumière du soleil. Mais ce qui résonnait le plus en lui, la question qui le tourmentait et qu'il tentait désespérément d'éviter, était le pourquoi. Pourquoi cela avait duré si peu si c'était une hallucination? Pourquoi cela avait semblé si réel? Si c'était un miracle, pourquoi était-ce si cruellement bref? La réponse semblait indissolublement liée à la fillette et à sa promesse. Juste une preuve. Les mots tournaient dans sa tête. Une preuve de quoi? Se demandait-il. Une preuve de foi? Une preuve de son pouvoir? Ou était-ce autre chose? L'idée commença à se former dans son esprit. Une idée aussi illogique et terrifiante que ce qui s'était passé. Être que la brièveté du miracle était liée à son verdict. Être que la force qui l'avait soulevé s'était retirée au moment où son marteau avait condamné un homme innocent. C'était une folie, une superstition indigne d'un homme de son intellect. Mais après ce qu'il avait ressenti, il n'était plus sûr de rien. Il devait trouver cette fillette. Ce n'était pas une option, c'était une nécessité. La seule façon de trouver une réponse être de récupérer ce qu'on lui avait montré. Après quelques appels discrets mais insistants, il découvrit où se trouvait Sophie. Elle avait été emmenée dans un foyer pour enfants de la ville, un endroit sombre et surpeuplé en périphérie. Lorsque sa voiture s'arrêta devant le bâtiment de briques délavé, il fut accueilli par des regards de méfiance et de suspicion de la part des éducateurs et des autres enfants. Un juge dans un endroit comme celui-là signifiait presque toujours des problèmes, des retraits de garde, des condamnations, de mauvaises nouvelles. Mais ce matin-là, le juge Antoine Dubois n'avait pas l'air menaçant. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, un nouveau poids, une vulnérabilité qui démentait sa réputation. On le conduisit en silence, à travers des couloirs bruyants et sentant le désinfectant jusqu'à une cour arrière en ciment. Et là, elle était là. Sophie était assise seule à l'ombre d'un arbre rachitique, arrachant des petits morceaux d'une feuille sèche et les laissant voler avec le vent. Elle était absorbée dans son propre monde de tristesse, indifférente à l'arrivée de l'homme qui avait détruit sa famille. Le juge arrêta son fauteuil roulant à quelques mètres d'elle. Le crissement des roues sur le ciment la fit lever les yeux. En le voyant, elle ne réagit ni par la peur ni par la colère. Son visage resta inexpressif, mais ses yeux, auparavant brillants, étaient maintenant éteints, vides. Elle garda les yeux au sol, refusant de reconnaître sa présence. Le silence entre eux était lourd, rempli de mots non dits et de l'humiliation de la veille. Antoine Dubois, l'homme qui maîtrisait les mots et les utilisait comme des armes, se retrouva soudain sans savoir quoi dire. Comment entamer une conversation avec l'enfant que l'on a humilié publiquement et dont le père a été envoyé en prison injustement pour ensuite lui demander d'expliquer un miracle? « Sophie, dit-il finalement, sa voix plus basse et rauque qu'il n'aurait voulu. J'ai besoin de te parler. » Elle leva lentement les yeux, son regard fixé sur lui mais ne dit rien. Elle attendit simplement, l'obligeant lui, le puissant juge, à être celui qui supplierait. Antoine déglutit, la bouche soudainement sèche. L'inversion des rôles était déconcertante. « Hier » commença-t-il en hésitant un instant. « Hier au tribunal, après que tu sois parti, quelque chose s'est passé. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. Pendant quelques secondes, j'ai marché. Il le dit dans un murmure, comme s'il confessait un crime. Sophie hocha lentement la tête, sans montrer la moindre surprise, comme si c'était la nouvelle la plus évidente du monde. Son calme le désarma complètement, mais après je perdis tout. « Cela m'a été arraché », continua le juge, sa voix maintenant teintée d'un désespoir qu'il ne pouvait plus cacher. Il regardait ses mains qui tremblaient visiblement. C'était comme si on me l'avait arraché. Tu as dit que c'était une preuve. Mais pourquoi? Pourquoi n'a-t-elle duré que 5 secondes? La question resta suspendue dans l'air. Une supplique nue qui le laissait complètement vulnérable devant elle. Lui, le juge, demandait des réponses à une fillette de 7 ans. Sophie serra les lèvres comme si elle pesait s'il méritait ou non la vérité. Elle inspira profondément et répondit finalement avec une fermeté à la fois enfantine et ancestrale. « Parce que vous n'avez pas fait ce qui est juste, dit-elle. » Ces mots simples, mais coupants comme du verre. La foi ne peut soutenir quelqu'un qui commet une injustice. Dieu ne maintiendrait jamais debout un homme qui tourne le dos à la vérité. La réponse fut si directe, si théologiquement simple et à la fois si profondément complexe que le juge Dubois resta sans voix. Il ouvrit les yeux, surpris par l'accusation implicite. « Injustice », répéta-t-il, l'orgueil blessé, tintant sa voix d'offense. « Je n'ai commis aucune injustice.
J'ai suivi les preuves. J'ai appliqué la loi à la lettre. J'ai fait exactement ce que je suis censé faire. Sa défense semblait faible, même à ses propres oreilles. Les excuses d'un bureaucrate face à une vérité morale inéluctable. La fillette se leva et s'approcha lentement, se tenant juste à côté de son fauteuil roulant. Elle le regarda directement dans les yeux, sans peur, sans intimidation. « Vous avez suivi la loi du papier », dit-elle, sa voix douce, mais pleine d'une sagesse qui ne correspondait pas à son âge. Pas la loi du cœur, la loi qui sait distinguer entre ce qui paraît et ce qui est. Le juge fronça les sourcils, confus. « Que veux-tu dire par là? De quoi parles-tu » Alors Sophie mit la main dans la petite poche de sa robe et en sortit quelque chose. C'était une petite clé USB, un objet technologique moderne qui semblait déplacé dans ses mains enfantines. Elle était protégée par un morceau de ruban adhésif rose avec des dessins de licorne. Elle tendit l'objet au juge. Ça, c'était caché dans un tiroir. Mon papa l'a mis là. La police n'a jamais voulu le voir. Ils ont dit que ça n'avait pas d'importance. Le juge Dubois prit le petit appareil de ses mains tremblantes, sentant le plastique bon marché et le ruban adhésif enfantin sous ses doigts. C'était un objet si petit, et pourtant il semblait immensément lourd, chargé d'un potentiel qui l'effrayait. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, bien qu'une partie de lui le sût déjà. « Mon papa a installé une petite caméra dans notre salon il y a quelques mois après. Un cambriolage chez les voisins, expliqua Sophie. Sa voix maintenant un torrent d'informations contenues. Cette nuit-là, la nuit du vol à la pharmacie, j'étais très malade. J'avais beaucoup de fièvre. Il est resté à la maison pour s'occuper de moi. La caméra a tout enregistré. Le cœur du juge commença à battre fort. « Il y a de l'audio » demanda sa voix à peine un murmure. Sophie hocha la tête avec véhémence. « Oui, on entend Matou toute la nuit. On entend quand mon papa appelle son patron pour lui dire qu'il ne peut pas aller travailler le lendemain parce qu'il doit rester avec moi. On l'entend me chanter pour m'endormir. Il n'a pas pu cambrioler cette pharmacie. Il était à la maison. Il était avec moi. » Le juge inspira profondément, un soupir tremblant qui sembla vider complètement ses poumons, comme si quelque chose en lui, une poutre maîtresse, qui soutenait toute sa structure de certitude, s'était brisé en silence. « Personne n'a vu ça », murmura-t-il plus comme une affirmation que comme une question. Sophie secoua la tête, ses yeux se remplissant de larmes, en se souvenant de la frustration. « Nous avons essayé de le donner à l'officier qui l'a arrêté, l'inspecteur Leclerc, mais il n'a même pas regardé. Il l'a jeté de côté et a dit que c'était des bêtises. Il nous a dit d'arrêter d'inventer des histoires. Les avocats d'office non plus n'y ont pas accordé d'importance. » Pendant plusieurs secondes, le juge resta dans un silence absolu, regardant le petit objet en plastique rose qui reposait dans la paume de sa main. Là, dans cette chose simple et bon marché. Il n'y avait pas seulement l'innocence de Jean-Luc Morin. Il y avait la preuve irréfutable de son propre échec monumental. La ligne qui séparait sa terrible erreur de la possibilité de réparation était juste là, à portée de sa main. « Tu avais raison », murmura-t-il finalement, n'osant pas regarder la fillette. La honte était une couche de plomb sur ses épaules. Il avait humilié cette fillette, s'était moqué de sa foi, et elle avait la vérité tout le temps. Sophie s'assit sur le sol en ciment à ses côtés, serrant ses genoux. « Il ne s'agit pas d'avoir raison, monsieur le juge, » dit-elle, sa voix à nouveau douce, presque un chuchotement. « Il s'agit de faire ce qui est juste. » Les mêmes mots qu'elle lui avait dits au tribunal, mais maintenant ils résonnaient avec un poids 1000 fois plus grand. Le juge ferma les yeux, l'image du visage désespéré de Jean-Luc Morin gravée à l'intérieur de ses paupières. « Et s'il est déjà trop tard ?» demanda la doute et la peur dans sa voix. Sophie répondit sans la moindre hésitation, avec une certitude à la fois simple et profonde. « Ma grand-mère disait toujours que pour faire ce qui est juste, il n'est jamais trop tard. C'est juste plus difficile. » Le juge la regarda alors avec un mélange d'étonnement, de respect et d'une profonde humilité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Cette fillette, cette petite silhouette à la robe délavée et à la sagesse ancestrale, faisait tomber un par un tous les murs qu'il avait construits en lui. Elle lui enseignait la justice d'une manière qu'aucune faculté de droit ne pourrait jamais faire. « Je vais rouvrir l'affaire », dit-il enfin, sa voix retrouvant une nouvelle résolution. Il se sentait comme sauter d'une falaise sans savoir s'il y avait de l'eau en dessous. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait comme la bonne décision. « Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de ton aide. » Sophie le regarda fixement, ses yeux sérieux l'évaluant. « Et moi, que puis-je faire? Je ne suis qu'une enfant. » Il esquissa un léger sourire. Le premier sourire authentique qui avait traversé son visage depuis des années. « Tu peux être mes yeux et mes oreilles, mais plus importante encore, tu peux être ma conscience. »
J'ai besoin que tu me rappelles pourquoi nous faisons cela, surtout quand les choses deviendront difficiles, et je t'assure qu'elles le deviendront très difficiles. » La proposition semblait absurde, mais à ce moment-là, elle avait plus de sens que tout ce qu'il avait fait au cours des 15 dernières années. Sophie hésita un instant. Faire confiance à l'homme qui avait envoyé son père en prison était un énorme acte de foi. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité brisée et désespérée qui la convainquit. Elle hocha lentement la tête. « D'accord, je vous aiderai, mais seulement si vous me promettez une chose. » Le juge la regarda, expectant. « Quelle chose ? Que quoi qu'il arrive, vous ne vous rendrez pas tant que mon papa ne sera pas à la maison. » La demande était simple, directe et chargée de tout l'amour d'une fille. Le juge Dubois sentit un nœud dans la gorge. Il tendit sa main, une main qui avait signé des condamnations, et la lui offrit. « Je te le promets, Sophie, je ne me rendrai pas. » La fillette prit sa main. Sa petite poignée était ferme et chaleureuse. Ils se serrèrent la main comme deux partenaires improbables, un juge en fauteuil roulant marqué par l'amertume et une fillette à la robe fleurie délavée, unis par une foi inébranlable. Deux vies qui n'auraient jamais dû se croiser, maintenant unies par une cause commune. En sortant du foyer, tandis que le chauffeur l'aidait à regagner sa voiture, le juge Dubois sentit quelque chose. Une légère piqûre dans sa jambe gauche, un écho presque imperceptible du picotement de la veille. C'était faible, fugace, mais c'était réel. C'était un signe, une promesse silencieuse que peut être, s'il suivait ce chemin nouveau et terrifiant, la guérison pourrait être possible, non seulement pour Jean-Luc Morin, mais aussi pour lui. Il regarda Sophie, qui marchait à ses côtés à petits pas, mais déterminée, agrippée à la porte de la voiture, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. Le foyer lugubre resta derrière eux, et devant eux s'étendait un champ de bataille, une affaire à rouvrir, une injustice monumentale à défaire et juste peu, un miracle qui était encore à terminer, ce qui avait commencé par un acte de foi aveugle, continuerait maintenant par la recherche de preuves concrètes. Mais au fond d'eux, tous deux avaient fait quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant, une alliance forgée dans le désespoir et l'espoir. Le bureau du juge, auparavant un sanctuaire d'ordre froid et de logique implacable, se transforma en un centre d'enquête chaotique. Le bureau en acajou, normalement impeccable, était maintenant couvert de piles de papier, de photographies de la scène du crime, de transcriptions d'interrogatoires et de documents imprimés en noir et blanc. Au centre de tout, connecté à un vieil ordinateur portable que le juge avait sorti d'une armoire, se trouvait la clé USB de couleur rose. L'enregistrement qu'elle contenait se jouait en boucle sur l'écran. L'image était amateur, légèrement granuleuse, mais claire. Elle montrait Jean-Luc Morin dans le petit salon de sa maison, préparant une soupe dans la cuisine, posant des compresses froides sur le front d'une Sophie fébrile qui toussait sur le canapé et murmurant des mots de consolation. « Calme-toi, ma petite. Tu verras que demain tu te sentiras mieux. Papa ne s'éloignera pas de toi une seconde. » L'heure et la date dans le coin inférieur de l'écran étaient un alibi irréfutable qui détruisait complètement le dossier de l'accusation. À chaque répétition de la vidéo, la tension dans les épaules du juge Dubois semblait diminuer un peu, mais elle était remplacée par une rage froide et croissante. Sa concentration n'était plus seulement juridique, analysant les faits de manière dépassionnée. Il y avait maintenant autre chose, une inquiétude émotionnelle, une fureur personnelle contre le système qu'il représentait lui-même, et qui avait permis qu'une preuve aussi cruciale soit ignorée. Comment était-ce possible? Était-ce une simple négligence ou quelque chose de plus sinistre? Sophie, assise à ses côtés sur une chaise haute pour qu'elle puisse atteindre la table, observait tout en silence. Elle ne posait pas de questions sur les procédures légales qu'elle ne comprenait pas. Elle observait simplement le juge, étudiant son visage, ses réactions. Mais quand Antoine soupira pour la 5e fois en moins d'une minute, un soupir profond et chargé de frustration, elle osa rompre le silence. « Vous avez toujours été aussi sérieux ?» demanda-t-elle avec l'innocence brutale des enfants qui ne comprennent ni le tact ni la diplomatie. Le juge leva les yeux de l'écran, surpris par la question si personnelle. « Comment ça ?» demanda-t-il sans comprendre tout à fait. Sophie haussa les épaules, balançant ses pieds qui ne touchaient pas le sol. « Je ne sais pas. On dirait que vous êtes né vieux, comme si vous n'aviez jamais été un enfant. » La phrase fut dite sans malice, avec la naturelle cruelle d'un enfant qui dit simplement ce qu'il voit. Antoine Dubois cligna des yeux 2 fois, traitant l'observation, et alors, à sa propre surprise et à celle de la fillette, il laissa échapper un rire. Ce ne fut pas le rire sec et amer du tribunal, ce fut un rire bas, authentique, un son rouillé par le manque d'usage qui le prit complètement par surprise. Sophie ouvrit de grands yeux,
comme si elle avait vu un chien parler. « Quoi ?» demanda-t-elle étonnée. « Vous savez rire ?» Il se sentit étrangement exposé par ce simple rire. Il s'éclaircit la gorge, essayant de retrouver son calme. « Parfois, admit-il, presque à contre-cœur, mais normalement pas aux heures de travail. » Sophie lui répondit avec un sourire malicieux, voyant la première fissure dans la forteresse du juge. « Eh bien, alors nous travaillons aussi à vous faire sourire davantage. C'est ça, ça fait partie de l'accord. » Pendant les longues heures de l'après-midi, entre la révision de dossiers poussiéreux et la lecture de rapports de police pleins d'argot, elle l'interrompait avec des questions inattendues qui n'avaient rien à voir avec l'affaire. « Avez-vous déjà eu un chien ?»« Oui, un appelé éclair quand j'étais enfant. »« Quel était votre plat préféré ?»« Les lasagnes de ma mère. »« Vous aimiez courir quand vous le pouviez ?» À chaque question, à chaque petite provocation, un mur intérieur chez Antoine s'effondrait brique par brique. Il tentait de garder son calme, la gravité de sa charge, mais ses yeux commençaient à s'adoucir, et de temps en temps un sourire involontaire, mais sincère, s'échappait de ses lèvres comme un prisonnier qui goûte à la liberté pour la première fois. Sophie, astucieuse, faisait semblant de noter dans un petit carnet invisible chaque fois qu'il souriait. « Un autre point pour l'équipe de la joie », disait-elle à voix basse, mais assez fort pour qu'ils l'entendent. C'était une guerre silencieuse et unilatérale contre ces années de rigidité auto-imposée, et elle, avec son arsenal de questions innocentes et de sourires désarmants, gagnait sans élever la voix. À un certain moment, alors que le juge se frottait les yeux fatigués, elle montra une vieille photo accrochée au mur de son bureau. C'était un portrait officiel pris peu après sa nomination comme juge. Sur la photo, un Antoine Dubois plus jeune, encore debout, regardait l'appareil avec une expression de fierté et d'ambition. La toge noire impeccable, l'avenir brillant devant lui. « On vous voyait heureux là », commenta Sophie. Le juge regarda l'image pendant de longues secondes avant de répondre, sa voix teintée d'une mélancolie qu'il laissait rarement transparaître. « Je n'étais pas heureux, j'étais occupé et fier. Je pensais que c'était le bonheur. » La fillette inclina la tête, traitant ces mots. « Mais ce n'est pas la même chose que d'être vraiment heureux, n'est-ce pas ?» La question, si simple et si profonde, le toucha plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Il resta silencieux, le regard perdu dans son propre passé, dans l'image de cet homme qui croyait tout avoir et qui ne savait rien. « Non » admit-il finalement dans un murmure. « Non, ce n'était pas le cas. » Et alors, sans trop savoir pourquoi, poussé par le regard attentif et sans jugement de la fillette, il commença à parler. Il lui raconta l'accident. Non pas les détails du choc, mais la désolation qui suivit, la douleur chronique qui devint sa compagne constante, l'éloignement progressif de ses amis qui ne savaient comment gérer son amertume et la froideur qu'il adopta comme une armure pour maintenir le monde à distance, afin que personne ne puisse plus jamais lui faire de mal. Il parla pendant presque une heure, vidant des années de solitude et de ressentiment devant la seule personne qui semblait capable de l'écouter. Sophie l'écoutait les yeux grands ouverts, immobile, absorbant chaque mot, chaque pause douloureuse. Elle ne l'interrompit pas. Elle n'offrit pas de mots vides de réconfort, elle lui donna simplement le cadeau de son attention totale. Quand il finit enfin, épuisé par la confession, elle lui posa une autre question qui le déconcerta. « Et vous croyez que vous êtes devenu si sérieux et en colère juste parce que vous ne pouviez plus marcher ?» Antoine y réfléchit. C'était l'explication qu'il s'était toujours donnée, la justification de son amertume. Mais maintenant, en la disant à voix haute, elle semblait incomplète. « Je crois, » dit-il lentement, découvrant la vérité au fur et à mesure qu'il la prononçait. « Je crois que j'ai aussi cessé de marcher à l'intérieur. Je me suis rendu. J'ai décidé que si mon corps était brisé, mon âme devait l'être aussi. » Sophie s'approcha un peu plus, comme quelqu'un qui donne de l'espace à un oiseau effrayé pour qu'il se pose sur son épaule. « Eh bien, » dit-elle doucement. « Alors, commençons à marcher à nouveau, mais cette fois à l'intérieur d'abord. Les pieds viendront après. » Le juge laissa échapper un autre de ses rires brefs, presque inconfortables, qui montrait à quel point il était peu habitué à la joie, mais il ne le nia pas. En fait, une partie de lui voulait plus de ces conversations, de ces regards qui ne jugeaient pas, qui n'exigeaient rien. C'était comme si chaque phrase de la fillette était un linge humide, nettoyant petit à petit les recoins les plus poussiéreux et oubliés de son âme. Entre la révision d'une déclaration sous serment et l'analyse d'un rapport d'expert, Sophie s'obstinait à interrompre avec des questions qui n'avaient rien à voir avec l'affaire, le sortant de l'obscurité des détails sordides. « Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous » Il roula des yeux, feignant l'agacement. « Un faucon, je suppose, silencieux, observateur, toujours au-dessus de tout. » Elle rit de bon cœur. « Non,
Je pense que vous seriez un tatou. Vous vous enfermez dans votre carapace chaque fois que vous avez peur ou que quelque chose vous blesse. » Antoine la regarda, feignant d'être offensé, mais dut ensuite rire à nouveau. « D'accord, tu m'as eu. Peut être un tatou en toge. » Cette salle, auparavant un mausolée froid et austère dédié à la loi, commençait à ressembler à quelque chose qu'Antoine n'avait pas connu depuis des années. Un lieu avec de la vie, des rires, une étrange et chaleureuse sensation de foyer. Et même s'il tentait de se convaincre que le seul objectif était l'affaire de Jean-Luc Morin, il savait que quelque chose de beaucoup plus profond se produisait. Il était en train de guérir. Ses pensées ne tournaient plus uniquement autour des lois, des codes pénaux et des précédents. Il commença à se poser des questions simples, presque oubliées, des questions que la fillette lui avait appris à formuler. Quelle était ma couleur préférée quand j'étais enfant? Qu'est-ce qui me faisait rire aux éclats avant que la toge ne devienne ma seconde peau quand ai-je regardé les étoiles pour la dernière fois? Et tout cela grâce à une fillette de 7 ans qui, au lieu de craindre le juge sévère et légendaire, avait choisi de l'affronter avec des questions sincères et le courage d'aimer, même après avoir été humiliée et blessée par lui. À la fin d'une longue et épuisante après-midi, alors qu'il rangeait les papiers et les empilait dans des dossiers ordonnés, Sophie commenta l'air de rien comme si elle parlait du temps. « Vous savez ce que je crois, monsieur le juge ?» Il la regarda, attendant une autre de ces questions désarmantes. « Je crois que vous ne vous améliorez pas seulement grâce au miracle de ma promesse. Je crois que vous vous améliorez parce que vous laissez les bonnes choses entrer à nouveau. Vous avez ouvert une toute petite fenêtre et maintenant le soleil entre. » Antoine ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Le nœud dans sa gorge était trop gros. Il la regarda simplement pendant de longues secondes. Un léger sourire dessiné sur ses lèvres et un regard presque ému. Une gratitude si immense qu'elle ne pouvait être contenue dans des mots. Quelque chose changeait fondamentalement en lui. Et juste peut être, c'était le début d'une guérison beaucoup plus profonde et significative que la physique. Une guérison qui ne se voit pas, mais qui se ressent à chaque rire inattendu, à chaque souvenir retrouvé et qui naissait là en silence, dans l'étrange alliance entre un juge brisé et une fillette à la fois immense. Les jours qui suivirent furent remplis d'un travail fébrile. Les piles de papier dans le bureau grandissaient, le café refroidissait dans les tasses oubliées, et les heures de silence intense alternaient avec les conversations inattendues initiées par Sophie. Ils étaient devenus une équipe d'enquête étonnamment efficace, tandis qu'elle, avec une minutie impropre à son âge, organisait les documents par date et pertinence, créant un système de couleurs avec ses propres crayons. Il se plongeait dans les expertises, les déclarations et les rapports de police, relisant chaque mot avec une nouvelle perspective, celle d'un homme qui cherchait la vérité au lieu de seulement une condamnation. Ses yeux entraînés, maintenant libérés du voile du cynisme, parcouraient chaque ligne avec une précision renouvelée. Et ce fut là, entre une page et une autre du processus original, dans une note de bas de page presque insignifiante, qu'Antoine Dubois s'arrêta net. Sa respiration resta bloquée dans ses poumons. C'était un petit détail, presque imperceptible, une erreur administrative que la plupart auraient ignorée. Le rapport d'arrestation rédigé par l'inspecteur Ricardo Leclerc, le policier qui avait arrêté Jean-Luc Morin et écarté la clé USB, avait une date de protocolisation qui n'avait aucun sens. Il avait été enregistré officiellement un jour avant la collecte formelle des preuves par l'équipe forensique. Antoine resta immobile, la feuille de papier tremblant légèrement dans ses mains. « Ça ne peut pas être », murmura-t-il. Il la relut, cette fois à voix haute, comme pour s'assurer qu'il n'imaginait pas des choses. L'inspecteur Leclerc décrit l'emplacement exact d'une douille de balle et le type d'empreinte de chaussures trouvées sur la scène du crime, avec des détails qui ne pouvaient être connus qu'après le travail des experts. Et ce rapport a été remis 24 heures avant que l'expertise ne soit réalisée. L'implication était si monstrueuse qu'il mit une seconde à l'assimiler complètement. Sophie, qui dessinait un organigramme de l'affaire sur une grande feuille de carton, s'approcha avec curiosité en sentant le changement soudain dans l'atmosphère de la pièce. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, voyant le visage pâle du juge. « Vous voulez dire que le policier savait déjà ce qu'ils allaient trouver avant qu'ils ne le trouvent ?» Le juge hocha lentement la tête. Son regard assombri par la révélation. « Cela veut dire exactement ça, Sophie. Cela veut dire qu'il a écrit sur quelque chose qui n'avait pas encore été officiellement vérifié. Ou cet homme a des pouvoirs de divination. Ou quelqu'un ment d'une manière monumentale. Quelqu'un n'a pas seulement ignoré la preuve de l'innocence de ton père, mais a activement fabriqué les preuves pour s'assurer qu'il soit coupable. » La tension dans l'air devint palpable, électrique. Ce n'était plus un cas de négligence, c'était une conspiration délibérée. L'affaire avait pris un tour sombre et dangereux.
Il n'était plus confronté à une simple erreur judiciaire, mais à un ennemi qui était prêt à tout pour cacher la vérité. Poussé par une nouvelle urgence, Antoine se tourna vers un vieux classeur métallique qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Il contenait ses notes personnelles, des observations parallèles qu'il avait faites tout au long de sa carrière sur des comportements suspects d'officiers et d'avocats, des choses qu'il ne pouvait pas prouver, mais que son instinct lui disait qu'elles n'allaient pas. Il chercha le dossier avec la lettre L, et là, il y avait Ricardo Leclerc. Son nom était marqué en rouge dans au moins 3 incidents internes qui avaient été commodément classés et oubliés. L'un pour coercition de témoins dans une affaire de drogue, l'autre pour la disparition, et un troisième, encore plus grave, pour une forte suspicion de falsification de preuves pour clore une affaire de grande envergure. Tous les incidents avaient été enterrés sous la bureaucratie, sans une enquête approfondie. « Cet homme est plus qu'un mauvais policier », murmura Antoine, le mépris dans sa voix. « C'est un loup en uniforme, et il chasse dans ma ville depuis des années, et je ne l'ai pas vu. » Un nouveau détail émergea des archives oubliées. Une connexion qui glaça le sang d'Antoine. L'une des affaires dans lesquelles Leclerc avait été enquêté en interne impliquait un petit entrepreneur qui avait refusé de lui verser un pot de vin pour accélérer des permis de construire. Cet entrepreneur s'appelait Jean-Luc Morin. Leclerc avait une rancune personnelle contre lui. Le vol à la pharmacie n'était pas une erreur aléatoire, c'était une vengeance. Leclerc avait saisi l'opportunité d'incriminer Jean-Luc, de détruire la vie de l'homme qui avait osé le défier. Antoine se redressa un peu dans son fauteuil, un mouvement instinctif, comme si son corps répondait à l'indignation qu'il ressentait. Il n'avait pas encore de force dans les jambes, mais une nouvelle force, une force morale, parcourait tout son être. « Ce monstre a tout arrangé », dit sa voix tremblant de rage. « Il a préparé le piège et nous tous, y compris moi, y sommes tombés, et personne n'a voulu voir les signes. » Sophie, en silence, l'observait, elle voyait la transformation en temps réel. Le juge ne parlait plus seulement comme une autorité distante qui avait découvert une erreur dans le système. Il parlait comme un homme qui se réveillait à une vérité douloureuse sur lui-même et sur le monde qu'il croyait contrôler. Il parlait comme quelqu'un qui se rendait compte que la justice n'était pas un mécanisme abstrait, mais quelque chose de fragile qui devait être activement défendu par des personnes conscientes. « Nous allons avoir besoin d'une audience de réexamen immédiate », déclara Antoine, sa voix maintenant ferme et décidée. Sophie, qui tenait un énorme classeur sur ses genoux, le regarda fixement, ses yeux cherchant la confirmation dont son cœur avait besoin. « Cela veut dire que vous allez changer la sentence, que vous allez libérer mon papa. » Il hocha la tête, son regard fixé sur le sien, scellant sa promesse. « Si je peux prouver au tribunal qu'il y a eu fraude procédurale et fabrication de preuves, je peux et je vais annuler cette condamnation. Nous allons ramener ton père à la maison, Sophie. » Le jour même, sans perdre une seconde, le juge Dubois rédigea la demande formelle de réouverture de l'affaire, un document légal, méticuleusement argumenté, qui exposait les nouvelles preuves et les graves irrégularités découvertes. C'était une bombe atomique légale, et il le savait. En déposant personnellement le document au secrétariat du tribunal, le silence qui s'installa sur son passage fut différent des autres fois. Ce n'était pas du respect, c'était du choc. La nouvelle courut dans les couloirs du palais de justice, comme une traînée de poudre. Le juge, qui avait prononcé l'une des sentences les plus rapides et les plus dures depuis des mois, demandait maintenant d'annuler son propre verdict, basé sur les affirmations d'une enfant et une clé USB rose. C'était inouï. Peu après, comme on pouvait s'y attendre, il fut convoqué au bureau d'un procureur vétéran, un homme puissant nommé Marc Bernard, quelqu'un qu'il connaissait depuis ses années à la faculté de droit, un ancien ami devenu un rival politique au sein du système. La salle du procureur était délibérément sombre avec les stores presque fermés, créant une ambiance d'interrogatoire. Marc Bernard était debout près de la fenêtre, sa silhouette découpée contre le peu de lumière qui entrait. « Es-tu absolument sûr de ce que tu fais, Antoine ?» demanda Bernard, sa voix dangereusement calme. Le genre de calme qui précède une tempête. Antoine, assis dans son fauteuil roulant devant l'imposant bureau, n'hésita pas. « Plus sûr que jamais dans ma vie, Marc. » Le procureur se tourna lentement, un sourire condescendant jouant sur ses lèvres. Rouvrir une affaire avec une sentence ferme, une condamnation qui a été applaudie par la presse, basée sur les affirmations fragiles d'une fillette de 7 ans et une vidéo d'origine douteuse. C'est un suicide professionnel, et tu le sais. Tu es sur le point de jeter par-dessus bord 30 ans de carrière. La menace n'était pas voilée, c'était un avertissement clair. Arrête maintenant, ou nous te détruirons. Antoine ne répondit pas immédiatement. Il soutint simplement le regard de Bernard, laissant le silence s'étirer.
Il savait que c'était plus qu'une simple préoccupation pour sa carrière. Bernard et Leclerc étaient connus pour travailler ensemble sur de nombreuses affaires. Protéger Leclerc, c'était se protéger soi-même, et le système qui leur permettait d'opérer en toute impunité. Le procureur fit un pas en avant. Sa voix maintenant un sifflement bas et menaçant. « Tu vas vraiment jeter tout ce que tu as construit pour une gamine qui est apparue de nulle part en disant qu'elle peut te faire marcher avec de la magie? Tu es devenu fou, Antoine. La douleur t'a finalement brisé l'esprit. Les gens disent que tu perds la tête, que tu es une cible facile pour n'importe quel manipulateur. » Il y avait du venin dans chaque mot, mais sous le venin, Antoine pouvait détecter autre chose. De la peur, une peur profonde qu'il, avec sa nouvelle et étrange détermination, puisse réellement soulever le tapis et exposer toute la saleté qu'il y avait dessous. « Cette gamine, comme tu l'appelles, » répondit Antoine, sa voix ferme et résonnante, « a vu plus de vérité en une semaine que toi et moi, ensemble en 30 ans à porter cette toge. Et tu n'as pas la moindre idée de ce que j'ai ressenti dans cette salle. Tu n'as pas le droit d'en parler. » L'autre sourit de côté, une grimace de mépris. « Non, je ne sais pas ce que tu as ressenti, mais je sais que cela va te coûter cher, très cher. Je ferai en sorte que tu regrettes d'avoir défié le système. » Antoine commença à faire tourner son fauteuil roulant pour partir. Déjà à la porte, il s'arrêta et regarda Bernard par-dessus l'épaule. « Alors, tu ferais mieux de préparer la facture, Marc, car je compte la payer avec plaisir. Il y a des dettes qu'il est un honneur de solder. » Il sortit du bureau laissant le procureur au milieu de ses ombres, surpris par la résolution d'un homme qu'il croyait avoir brisé depuis longtemps. Dans la voiture, en route vers la maison sécurisée, qu'il avait louée pour lui et Sophie. Antoine regardait fixement par la fenêtre, le visage tendu. La menace voilée de Bernard résonnait encore dans ses oreilles. Il savait que ce n'était pas de la bravade. Bernard avait du pouvoir, des connexions. Il pouvait lui rendre la vie infernale. Il pouvait essayer de le discréditer, de le peindre comme un vieil homme fou et sénile, mais il y avait quelque chose de plus fort qui battait dans sa poitrine, un contrepoids à cette peur, le souvenir, ce moment, bien que bref, où ses jambes avaient répondu, était toujours gravé dans son corps, dans sa mémoire musculaire. La foi de la fillette avait laissé une cicatrice sacrée dans son âme, une flamme discrète mais inextinguible qui alimentait maintenant son courage. Il ferma les yeux un instant. Il ne s'agissait plus seulement de libérer Jean-Luc Morin, il s'agissait de lutter pour tous les Jean-Luc Morin qui avaient été écrasés par l'indifférence et la corruption. Il s'agissait de lui-même, de démontrer que l'homme qu'il avait été pendant 15 ans pouvait renaître de ses cendres. Sophie l'attendait sur les escaliers de l'immeuble d'appartement, assise sur la première marche avec un sac à dos usé sur les genoux comme une petite sentinelle. En voyant la voiture arriver, elle courut vers la porte, son visage rempli d'une anxiété pleine d'espoir. « Et alors ?» demanda-t-elle dès que le chauffeur lui ouvrit la porte. « Nous avons réussi ?» Antoine descendit avec l'aide du conducteur et, pour la première fois, utilisa une canne qu'il avait achetée ce matin-là, s'appuyant dessus avec difficulté, mais avec détermination. Il regarda la fillette et lui adressa un sourire fatigué, mais victorieux. « Nous y sommes, petit associé. Nouvelle audience dans 4 jours. » Le visage de Sophie s'illumina d'un sourire si radieux qu'il sembla dissiper les nuages gris du ciel. Elle sauta de joie, faisant un petit tour sur elle-même. « Alors, maintenant vous êtes comme un super-héros avec une cravate, n'est-ce pas ? Le justicier en fauteuil roulant. Eh bien, maintenant avec une canne. » Le juge roula des yeux, feignant l'agacement. « N'exagère pas, Sophie. » Mais à l'intérieur, quelque chose en lui souriait aussi. Elle donnait un nom aux choses qu'il ne savait pas nommer. Et peu à peu son cœur blessé commençait à croire que peut être, juste peut être, il pouvait être un héros. La nuit avançait en silence sur la ville, mais à l'intérieur de la petite maison louée où Antoine et Sophie s'étaient réfugiés, quelque chose pesait dans l'air. Ce n'était pas de la peur, mais un pressentiment, le calme tendu qui précède une bataille décisive. Les rideaux étaient tirés, coupant le bruit de la rue et isolant leur petit quartier général du reste du monde. Les lampes à lumière chaude projetaient de longues ombres sur les murs, donnant à la modeste salle de séjour l'apparence d'une scène prête pour un drame. Assise à la table de la salle à manger, le juge examinait une dernière fois les documents de la plainte qu'il déposerait contre l'inspecteur Leclerc, soulignant les incohérences et ajoutant des notes en marge. Sophie, assise par terre avec plusieurs dossiers ouverts autour d'elle comme les pétales d'une fleur, lisait à voix basse les déclarations des témoins, cherchant le moindre détail qu'il aurait pu manquer. Ils étaient devenus une machine bien huilée, 2 esprits travaillant dans un seul but. Le seul son constant dans la maison était le tic-tac monotone de l'horloge de la cuisine. Un son qui passerait normalement inaperçu,
mais qui cette nuit-là semblait amplifiée, marquant le passage d'un temps emprunté. Il y avait un silence étrange, une quiétude qui ne semblait pas naturelle, comme si le danger retenait sa respiration, attendant le bon moment pour frapper à leur porte. C'est alors qu'un claquement se fit entendre, un bruit sec et rapide qui venait de l'arrière de la maison, du petit patio. Antoine leva les yeux de ses papiers, ses sens soudainement en alerte maximale. « Tu as entendu ça » murmura-t-il. Sa voix était à peine un chuchotement. Sophie, qui était sur le point de bâiller, s'arrêta les yeux grands ouverts et effrayée. Elle hocha la tête en silence. « On dirait que quelqu'un est là, derrière, » dit-elle, sa voix tremblante. Elle se leva lentement, se déplaçant avec la discrétion d'un petit animal effrayé, et marcha sur la pointe des pieds vers la fenêtre qui donnait sur le patio. Mais avant qu'elle ne puisse même toucher le rideau pour regarder dehors, la porte arrière fut enfoncée avec un fracas brutal et violent. Le cadre en bois se brisa et vola en éclats, et la porte s'écrasa contre le mur intérieur avec une force démolisseuse. Le temps sembla se figer en cet instant de chaos. Antoine fit pivoter brusquement son fauteuil roulant, son cœur battant la chamade contre ses côtes, complètement impuissant. Et alors, dans l'ouverture sombre qu'avait laissée la porte, apparut la silhouette. C'était Ricardo Leclerc, mais ce n'était pas l'officier arrogant et impeccable des rapports. C'était un monstre. Son regard était fébrile, ses yeux injectés de sang et exorbités. Son visage était couvert de sueur, et ses vêtements étaient en désordre. Et dans sa main, tenue avec un tremblement de fureur, il y avait une arme. « Fini le petit jeu, juge !» siffla-t-il, sa voix déformée par la haine et le désespoir. C'était un animal acculé, et les animaux acculés sont les plus dangereux. En cet instant de pure terreur, l'instinct de survie d'Antoine s'activa. Instinctivement, il tenta de reculer avec le fauteuil, mais les roues heurtèrent maladroitement le pied de la table, le laissant piégé. Ses mains tremblantes s'accrochèrent aux accoudoirs du fauteuil. Sa seule et pathétique défense. Il n'avait pas d'issue. « Leclerc, pense à ce que tu fais, » dit-il, essayant de faire en sorte que sa voix semble ferme et autoritaire, la voix du juge. Mais à l'intérieur, le cœur menaçait d'éclater dans sa poitrine. Il savait que la logique ne servirait à rien avec un homme dans cet état. Le policier pointa l'arme directement vers lui, sa main tremblante, mais son intention mortellement claire. « Tu aurais dû te taire, Dubois, » grogna-t-il. « Tu aurais dû accepter la défaite comme un bon perdant. Mais non, tu as dû jouer les héros, le sauveur des innocents. Et tout ça à cause d'une morveuse qui se mêle de tout. » À ce moment, ses yeux cherchèrent Sophie et la rage dans son regard s'intensifia. C'est alors que Sophie, qui était restée paralysée par la peur à l'entrée du salon, réagit. Ses yeux croisèrent ceux du juge. Elle vit la pure terreur sur son visage. Puis elle regarda le canon de l'arme pointé sur lui, et sans réfléchir, sans l'ombre d'un doute, avec un cri animal qui sortit du plus profond de son être, elle courut. Elle ne courut pas pour se cacher. Elle courut directement vers le danger. Avec la force d'un petit projectile, elle se jeta de tout le poids de son corps contre les jambes de Ricardo Leclerc. L'impact le prit complètement par surprise. Le policier, qui était concentré sur le juge, trébucha en arrière, perdant l'équilibre. L'arme, arrachée à sa prise par le choc, vola et glissa sur le sol carrelé, s'arrêtant sous la table de la salle à manger. Leclerc et Sophie tombèrent ensemble dans un enchevêtrement de bras et de jambes sur le tapis, et elle commença à crier et à se battre comme une lionne défendant son petit. Elle donnait des coups de pied, mordait, griffait. C'était une fureur minuscule et désespérée. Une fillette se battant avec chaque gramme de force qu'elle avait dans son petit corps. « Ne le touchez pas, laissez-le tranquille !» criait-elle entre les sanglots de rage et de peur. Antoine, terrifié, criait le nom de la fillette. « Sophie, non, éloigne-toi !» Mais il ne pouvait rien faire. Il était piégé dans ce fauteuil, voyant le chaos et la violence devant lui, ressentant l'impuissance la plus accablante de sa vie. Leclerc, furieux de l'attaque inattendue et de l'humiliation d'être renversé par une fillette, se releva rapidement. Avec un grognement de pure rage, il poussa Sophie avec une force brutale, la projetant contre le mur. Le petit corps de la fillette heurta le plâtre avec un bruit sourd. Elle trébucha, allaitante, mais se maintint miraculeusement debout, la poitrine agitée et les yeux défiants fixés sur lui. Le policier ne perdit pas de temps. Il rampa sur le sol, récupéra l'arme et la pointa à nouveau, mais cette fois, son objectif avait changé. Maintenant, il visait les deux, déplaçant le canon de l'arme de la tête du juge à celle de la fillette, comme s'il décidait qui détruire en premier. « Je vous jure sur ma vie que tout s'arrête ici », grogna-t-il en armant l'arme d'un claquement métallique qui fut le son le plus terrifiant qu'Antoine ait jamais entendu.
Le temps semblait suspendu, chaque seconde s'étirant dans une agonie insupportable. Et alors Sophie fit quelque chose qui brisa le cœur du juge en 1000 morceaux. Tremblant de la tête aux pieds, elle se plaça délibérément devant le fauteuil roulant d'Antoine, utilisant son corps fragile et petit comme un bouclier humain. « Si vous voulez lui faire quelque chose », dit sa voix déchirée par la peur, mais inébranlable dans sa résolution. « Vous devrez d'abord passer sur moi. » L'image était dévastatrice. Une fillette sans défense protégeant un homme puissant, mais infirme, d'un monstre armé. La mort était là, debout au milieu du salon, jouissant de leur terreur. Dehors, la ville suivait son cours, indifférente au drame de vie ou de mort qui se déroulait dans cette petite maison. Personne ne semblait entendre les cris, le vacarme. Ils étaient seuls. Leclerc sourit. Un sourire tordu et dément semblait jouir du dilemme, de son pouvoir absolu sur la vie et la mort des deux. Il leva l'arme, la pointant directement vers la poitrine de Sophie. Antoine ferma les yeux, se préparant au son du coup de feu, un son qui, il le savait, le hanterait le reste de sa misérable vie. Et ce fut alors, à cet instant précis, dans un miracle de synchronisation parfaite, que le son strident et assourdissant des sirènes de police rompit le silence comme un coup de tonnerre céleste. Les lumières rouges et bleues des patrouilles inondèrent le salon à travers la fenêtre, peignant les murs de lueurs intermittentes de panique et d'espoir. Leclerc se retourna surpris, son visage contorsionné par l'incrédulité et la fureur. Il hésita une seconde fatale, et à cette seconde la porte d'entrée fut également enfoncée. « Police, posez votre arme maintenant !» crièrent plusieurs agents en faisant irruption dans la maison, leurs propres armes dégainées et pointées directement sur Leclerc. C'était fini. Le prédateur était devenu la proie. Leclerc se figea, le doigt toujours sur la gâchette, son esprit incapable de traiter le changement soudain des événements. Il n'eut pas le temps de réagir, de négocier, de tirer. Il fut projeté à terre par 2 officiers corpulents qui se jetèrent sur lui comme une tonne de briques. Ils le maîtrisèrent au sol avec une force écrasante. L'arme glissa hors de sa portée, inoffensive maintenant. Pendant qu'on le menottait, Leclerc continuait de jurer et de se débattre. Sa fureur finalement contenue par les mêmes lois qu'il avait juré de protéger et qu'il avait trahi si facilement. Son échappatoire s'était refermé pour toujours. Plus tard, ils apprendraient qu'un voisin âgé, souffrant d'insomnie, avait vu un homme suspect sauter la clôture arrière et avait appelé la police par précaution. Une patrouille rôdait à proximité et était arrivée en moins de 3 minutes. La chance ou peu, être la providence avait été de leur côté. Une fois que Leclerc fut emmené, l'adrénaline qui les avait maintenus debout s'évanouit, laissant place au choc et à l'épuisement. Antoine respirait comme s'il avait couru un marathon, son cœur battant toujours à un rythme frénétique. Sophie, son courage épuisé, tomba à genoux au sol, son petit corps cédant finalement au tremblement incontrôlable. Un infirmier la vida avec soin, s'assurant qu'elle n'était pas blessée au-delà du cou au dos. Elle semblait déjà plus calme, bien que toujours effrayée et pâle. Mais dès que l'infirmier eut fini, elle s'approcha du fauteuil du juge et lui serra fort la main. Elle ne dit rien et lui non plus. Ils se regardèrent simplement, les yeux du juge remplis de larmes de gratitude et d'horreur pour ce qu'elle avait fait. Après plusieurs minutes, dans un silence qui disait tout, il murmura finalement, sa voix brisée par l'émotion. « Tu m'as sauvé la vie, Sophie. Vraiment, tu m'as sauvé. » La fillette le regarda, sa propre voix entrecoupée, et lui adressa un petit sourire. « Et vous, vous avez cru en mon papa, quand personne d'autre au monde ne l'a fait. » Antoine serra sa main plus fort, scellant un lien qui allait au-delà des mots. « Je ne douterai plus jamais de toi ni de rien de ce que tu me diras. » Elle sourit un peu plus fermement cette fois, respirant toujours avec difficulté. « Alors, nous sommes quittes. » Et là, entre éclats de bois, tension et respiration saccadée, naquit quelque chose qui ne s'écrit pas dans les codes légaux, ni ne s'enseigne dans les manuels de droit. Une alliance profonde forgée dans le feu de la violence, et la loyauté entre un homme blessé par la vie et une fillette qui refusait d'arrêter de se battre pour ce qu'elle aimait. Le jour du nouveau procès était arrivé. L'audience était prévue pour 9 heures du matin, mais la salle du tribunal était déjà bondée avant 8 heures. Des avocats qui n'avaient rien à voir avec l'affaire, des journalistes de tous les principaux médias, des familles des 2 parties, et une foule de curieux se pressaient sur les bancs, tous voulant être témoins du retour de l'affaire Morin. Mais plus que cela, tous voulaient voir le juge Antoine Dubois. Les titres des journaux de ce matin-là parlaient de l'audience comme si c'était un spectacle de cirque. Le juge qui a marché pendant 5 secondes, miracle ou manipulation. On spéculait sur son état mental, sur l'influence de la fillette, sur la conspiration policière. Mais pour ceux qui étaient véritablement impliqués,
c'était bien plus qu'une simple nouvelle sensationnelle. C'était la justice, avec un grand J, attendant d'être rendue après avoir été brutalement profanée. L'atmosphère était électrique, un mélange de scepticisme, d'anticipation et d'une tension presque insupportable. Jean-Luc Morin arriva accompagné de ses avocats, un homme libre, mais avec l'ombre de la prison toujours dans ses yeux. Il regardait autour de lui avec méfiance, comme s'il s'attendait à ce qu'à tout moment les gardes lui remettent les menottes. À ses côtés, sans lui lâcher la main, marchait Sophie, mais ce n'était pas la même fillette, effrayée et humiliée, qui avait fui cette même salle. Maintenant, elle marchait la tête haute. Sa robe bleu clair semblait plus vivante ce matin-là. Et sur son visage, il y avait une expression de sérénité et de détermination. Quand ils entrèrent, un silence s'empara de la salle, et tous les yeux se posèrent sur eux. Mais le vrai silence, le silence absolu, arriva quelques minutes plus tard quand les portes latérales de l'estrade s'ouvrirent. Et là, il était là. Le juge Antoine Dubois, debout, appuyé légèrement sur une canne en bois sombre, mais debout. Il portait sa toge noire comme une armure silencieuse, son visage impassible, mais ses yeux brûlants d'une nouvelle intensité. Chaque pas qu'il faisait vers son siège était un défi aux attentes, une déclaration silencieuse. Il ne marchait pas avec perfection. Il boitait visiblement, mais il marchait avec une dignité et une force qui laissèrent tout le monde sans voix. Quand Antoine se positionna devant le tribunal et s'assit lentement dans son fauteuil, les murmures cessèrent complètement. Tous dans cette salle, du procureur au dernier journaliste de la galerie, savaient que quelque chose de fondamentalement différent était sur le point de se produire. « Mesdames et messieurs », commença le juge, sa voix ferme et claire, résonnant avec une autorité renouvelée. Cette audience a été convoquée suite à la présentation de nouvelles et extraordinaires preuves qui non seulement remettent en question, mais pulvérisent la condamnation précédemment prononcée contre M. Jean-Luc Morin. Il n'y avait aucune trace d'émotion sur son visage, mais quiconque faisait attention pouvait voir dans ses yeux quelque chose de nouveau, une flamme de certitude inébranlable. L'accusation, représentée par un jeune et nerveux adjoint de Marc Bernard, tenta de contenir l'impact en argumentant sur des technicismes et des procédures, mais fut bientôt complètement dépassée par l'avalanche de preuves que la défense, guidée par les notes du propre juge, commença à présenter de manière méthodique et démolisseuse. D'abord, la clé USB fut montrée sur les grands écrans du tribunal, les images de Jean-Luc prenant soin de sa fille malade. La date et l'heure visibles pour tous firent taire tout doute sur son alibi. L'audio de son appel à son patron, l'atout de la fillette, ses berceuses, tout dépeignait l'image d'un père dévoué, non d'un voleur armé. Ensuite furent présentés les dossiers médicaux de la fièvre de Sophie et les reçus de la pharmacie de la veille, preuves qui avaient été omises ou ignorées lors du procès précédent. La preuve finale, celle qui scella le destin de l'affaire et provoqua un halètement collectif dans la salle, fut le rapport détaillé et les preuves de la tentative d'agression sur un officier de la cour, le juge Dubois lui-même, et sur un témoin clé, Sophie Morin, un attentat qui avait eu lieu à peine 2 nuits auparavant. Les vidéos du commissariat montrant Leclerc étant arrêté, les expertises médicales des légères contusions de Sophie, l'arme trouvée en possession de l'officier, les témoignages du voisin qui avait appelé la police et les photographies de la porte détruite furent montrées. C'était une montagne de preuves si accablante qu'elle en était étouffante. Ricardo Leclerc, présent au tribunal, menotté et flanqué de 2 gardes, gardait le visage tendu, la mâchoire serrée, mais ne nia rien. Son silence était une confession en soi. Le procureur, sans argument et le visage pâle d'humiliation, fut contraint de présenter des excuses publiques à la défense et de retirer toutes les charges. Et alors Antoine Dubois, la main tremblante, non par faiblesse, mais par le poids du moment, leva la sentence imprimée du procès précédent et, dans un geste symbolique, la déchira en 2. Face à la preuve irréfutable de fabrication de preuves, d'obstruction à la justice et de la tentative violente de faire taire des témoins de la part de l'officier en charge de l'enquête originale, ce tribunal déclare que Jean-Luc Morin est et a toujours été innocent de toutes les accusations. Sa condamnation est annulée avec effet immédiat. Il est libre. La salle éclata. Non pas de rire, mais d'applaudissements, de cris de joie, d'un soulagement collectif qui sembla secouer les fondations du bâtiment. Sophie porta les mains à sa bouche dans un état de choc heureux avant de courir vers son père, qui était déjà libéré de ses dernières entraves. Jean-Luc la prit dans ses bras, la soulevant en l'air et tournant avec elle tandis que les larmes coulaient librement sur ses joues. « Tu m'as sauvée, mon amour. Tu m'as sauvée toute seule », murmura-t-il dans ses cheveux. Sa voix était étouffée par l'émotion. «
Non, papa, dit-elle le visage enfoui dans son cou, mais regardant par-dessus son épaule vers l'estrade. Il nous a sauvés aussi. Antoine observa la scène à distance, la gorge serrée par un nœud qui l'empêchait de parler. Il avait fait ce qui était juste. Il avait réparé son erreur, mais il sentait qu'il manquait encore quelque chose. Le cercle n'était pas encore fermé. C'est alors que Sophie se libéra des bras de son père et, sous le regard stupéfait de toute la salle, marcha lentement vers lui une fois de plus. Le tribunal se tut à nouveau, un silence révérencieux. Cette fois, elle s'arrêta devant l'estrade, juste en dessous de lui. « Puis-je » demanda-t-elle. Sa voix douce, mais ses yeux brillants d'une intensité qui le transperçait. Antoine, sans savoir exactement à quoi elle faisait référence, mais lui faisant aveuglément confiance, hocha la tête. La fillette s'agenouilla avec la même révérence que la première fois, comme si elle était devant quelque chose de sacré. Ses petites mains touchèrent à nouveau les jambes du juge, mais maintenant avec plus de fermeté, avec plus de confiance. Elle ferma les yeux, inspira profondément, et commença à parler à voix basse avec une émotion qui fit retenir leur souffle à toute la salle. « Je sais que c'est difficile à croire, » murmura-t-elle. « Mais si maintenant vous croyez en la vérité, si maintenant votre cœur est pur, laissez Dieu finir ce qu'il a commencé. » Et alors elle commença à pleurer en silence tout en murmurant, non de tristesse, mais d'un abandon total, d'une foi pure qui se déversait d'elle comme une lumière liquide. Ces mots tremblaient dans l'air comme un encens invisible, remplissant chaque recoin de la salle. Pour tout ce que vous avez fait pour réparer le mal, pour avoir défendu ce qui était juste quel qu'en soit le prix, je demande que Dieu achève maintenant ce qui manque. Je demande qu'il vous rende ce qui vous a été enlevé. Les mains de la fillette pressaient doucement les genoux d'Antoine. Mais il y avait une force immense dans ce contact, un courant d'énergie qu'il pouvait sentir clairement. Il tremblait complètement, mais ne s'arrêtait pas. Sa voix s'éleva un peu, pleine d'une autorité spirituelle qui était bouleversante. « Avant, vous avez marché pour une promesse. Maintenant, je vous demande de marcher pour la vérité. » Et cette fois, ce qui se produisit fut différent. Ce ne fut pas la sensation soudaine et violente de la première fois. Ce fut quelque chose de lent, de profond, d'organique, comme le dégel au printemps, comme l'aube après la plus longue des nuits. Les jambes d'Antoine commencèrent à picoter, mais ce n'était plus cette sensation passagère et superficielle. C'était une chaleur profonde qui naissait dans la moelle de ses os, un courant de vie qui montait lentement, réveillant chaque nerf, chaque fibre musculaire. C'était comme si quelque chose se réveillait en lui, reconnectant des circuits qui avaient été coupés pendant 15 ans. Ses orteils, qui étaient restés immobiles pendant une éternité, bougèrent. Les muscles de ses mollets se contractèrent. Et alors, sans l'aide de la canne, sans l'aide de ses bras, avec une fluidité et une fermeté qui défiaient toute logique médicale, il se leva, se tint debout, droit et solide, comme un chêne. Il n'y avait ni tremblement, ni hésitation. Un murmure d'étonnement parcourut la salle, suivi de larmes, de sanglots et finalement d'une explosion d'applaudissements assourdissants qui secoua le bâtiment. Sophie, toujours agenouillée, ouvrit les yeux et sourit à travers ses larmes. Antoine regarda ses propres jambes, les bougeant légèrement, sentant leur force, leur solidité. Puis il regarda la fillette qui était toujours agenouillée à ses pieds. « C'était toi », murmura sa voix pleine d'un étonnement révérencieux. Elle répondit avec la simplicité des saints, secouant la tête. « C'était Dieu. Moi, j'ai juste demandé bien cette fois. » Le jury, les avocats, les journalistes, tous étaient debout, applaudissant non seulement l'innocence d'un homme, mais le miracle qu'il venait de vivre. Certains applaudissaient, d'autres pleuraient ouvertement. Mais personne, absolument personne, ne sortit de cette salle en étant la même personne qu'il y était entré. Dans ce tribunal, où tant de fois la justice n'avait été qu'un nom vide et la loi un outil froid, quelque chose de bien plus grand s'était manifesté, non seulement dans le corps guéri du juge, mais dans l'âme de toutes les personnes présentes. Et enfin, Antoine Dubois, l'ancien homme de pierre, regarda la fillette les yeux humides et prononça les seuls mots qui importaient. La justice est faite. Et pour la première fois depuis des années, tous furent d'accord. Le tribunal était derrière eux, au sens propre comme au figuré. Jean-Luc et Sophie sortirent de l'imposant bâtiment en pierre sans menottes, sans uniforme, sans peur. Ils marchaient simplement main dans la main, descendant les larges marches dans un silence partagé, un silence plus éloquent que n'importe quel mot. Dehors, le ciel, qui le matin était gris et oppressant, semblait maintenant plus bleu, plus lumineux, comme s'il respirait lui aussi soulagé après le drame tendu. Quelques personnes qui sortaient du procès les applaudirent en passant, d'autres leur firent des signes de victoire. Mais ils ne dirent rien. Ils sourirent timidement.
La victoire était trop grande, trop intime et personnelle pour tenir dans des mots ou des gestes publics. Ils ne s'arrêtèrent pas pour parler à la presse qui s'agitait autour d'eux. Ils allèrent directement à un taxi, à la maison. À la petite et humble maison où toute la douleur avait commencé, et où maintenant, enfin, la guérison pouvait commencer. Pendant le trajet, Jean-Luc ne cessait de regarder sa fille, qui s'était blottie contre lui, la tête appuyée sur son épaule. Il essayait toujours de comprendre comment, parmi tant d'injustices, parmi tant de murs de pouvoir et de corruption, sa petite fille avait réussi à déplacer des montagnes avec la seule force de sa foi et de son amour. C'était un mystère qu'il ne parviendrait probablement jamais à comprendre entièrement. Sophie, quant à elle, ne voulait pas parler de miracle ni de procès. Elle voulait juste dormir sur les genoux de son père, sentir son odeur, le battement de son cœur, la sécurité de sa présence, et c'est ce qu'elle fit. Elle s'endormit profondément avant qu'ils n'arrivent à la maison. Et ils dormirent ainsi, serrés l'un contre l'autre sur le canapé de leur petit salon. Comme si le monde entier, avec tout son bruit et sa fureur, s'était réduit à cette étreinte, le seul endroit sûr qu'ils connaissaient. Quelques jours passèrent. La routine, cette routine bénie et guérissante, reprenait peu à peu sa place dans leur vie. Jean-Luc s'employait à réparer les petites choses de la maison qui s'étaient cassées pendant son absence. Une charnière qui grinçait, une tuile lâche dans la cuisine, le linge qui pendait sur la corde à linge du patio. Chaque tâche banale était une célébration silencieuse de sa liberté. Sophie, de son côté, passait des heures à dessiner sur le sol du salon, couvrant des feuilles de papier de crayons de couleur. Un jour, Jean-Luc vit ce qu'elle dessinait. C'était l'image d'un homme grand avec une toge noire et une canne, et à ses côtés une fillette en robe bleue. Mais le plus surprenant était que l'homme en toge souriait, un sourire large et authentique. Sous le dessin, avec son écriture enfantine et maladroite, Sophie avait écrit un titre. Le juge qui marchait et souriait. Ils n'attendèrent pas de visite. Ils s'étaient isolés du monde, ils avaient besoin de temps pour eux. C'est pourquoi, lorsqu'un après-midi, le grincement du portail métallique s'ouvrit, tous deux se regardèrent en silence avec une pointe d'anxiété. Et là, il était là, Antoine Dubois, non pas le juge, mais l'homme. Il ne portait ni toge ni costume, mais un veston gris clair et un pantalon simple. Et dans ses mains, il tenait un bouquet de fleurs, des marguerites, grandes et blanches, les préférées de la défunte mère de Sophie. Un détail qu'il avait découvert en examinant les documents personnels de Jean-Luc pendant l'enquête. Ce fut un geste simple, mais qui disait tout. Il démontrait qu'il s'était soucié, qu'il avait regardé au-delà des dossiers. Jean-Luc marcha lentement jusqu'au portail, à pas mesurés, ne sachant comment réagir. Les deux hommes, celui qui avait condamné et celui qui avait été condamné, se regardèrent pendant de longues secondes, sans toge entre eux, sans marteau, sans la distance d'une estrade. Juste deux hommes, deux pères à leur manière, marqués par des batailles très différentes, mais également profondes. Antoine tendit le bouquet. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que j'ai trouvé », dit sa voix étrangement timide. Jean-Luc prit les fleurs, les tenant avec un soin presque révérencieux. Puis il inspira profondément, l'arôme des marguerites remplissant ses poumons, un arôme qui le transporta à des temps plus heureux. Antoine le regarda directement dans les yeux, et d'une voix entrecoupée par l'émotion, mais ferme dans son but, prononça les mots qu'il avait répétés 1000 fois dans sa tête, mais qui maintenant sortaient directement de son âme brisée et en reconstruction. « Jean-Luc, pardonne-moi. Je t'ai trahi en tant que juge et en tant qu'homme. Je t'ai condamné alors que mon devoir était de te protéger. J'ai permis à l'obscurité de gagner parce que c'était plus facile que de chercher la lumière. Il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait, et je vivrai avec cette honte le reste de mes jours. Je suis vraiment désolé. » Un instant, le silence fut absolu, seulement rompu par le chant d'un oiseau dans un arbre voisin. Jean-Luc n'hésita pas. Il n'y avait pas de ressentiment dans son regard. Il n'y avait pas de rancune dans son cœur. Il serra les fleurs contre sa poitrine, inspira profondément et répondit avec une sérénité et une grâce qui désarmèrent complètement le juge. « Vous êtes revenu. Vous vous êtes battu. C'est ce qui compte. Je vous pardonne vraiment, le cœur pur. » Ces mots, prononcés avec tant d'humilité, lavèrent ce qui restait de douleur dans le regard d'Antoine. Et alors il se produisit quelque chose qui semblait impossible. Les deux hommes s'étreignirent maladroitement, sans mots, juste le geste. Un silence qui ne pesait pas, mais qui libérait. Sophie, qui avait épié la scène depuis la porte de la maison, les yeux brillants et expectants, ne put se retenir davantage. Quand elle vit les deux hommes se séparer, elle courut vers eux et entoura de ses petits bras la taille du juge. « Je pensais que vous ne viendriez plus nous voir, » dit-elle. Sa voix était étouffée contre le tissu de son veston.
Antoine sourit, un sourire tremblant et plein de larmes, tandis qu'il lui caressait la tête. « J'ai tardé parce que je ne savais pas comment vous remercier. Comment remercier quelqu'un qui vous a rendu la vie ?» La fillette s'écarta un peu et montra l'intérieur de la maison. « Vous voulez entrer ?» Papa fait du chocolat chaud. Il hésita un instant, se sentant un intrus dans cet espace sacré qu'il avait été sur le point de détruire. Puis il hocha la tête. « S'il vous plaît, j'adorerais. » Et ainsi les trois entrèrent ensemble dans la petite maison, comme s'ils l'avaient déjà fait 1000 fois auparavant, comme si ce moment n'était pas la fin d'une histoire de douleur, mais le véritable point de départ d'une nouvelle histoire, une histoire d'une famille improbable forgée dans la foi, le pardon et la rédemption. Dans le petit patio arrière, le soleil de l'après-midi peignait tout d'une couleur dorée et chaude. Une légère brise courait, faisant murmurer les feuilles de l'unique arbre. Sophie, enthousiasmée par son invité, alluma une vieille radio, de celles qui ne captent que 2 ou 3 stations, et toujours avec un peu de statique. Une chanson lente commença à jouer, une ballade un peu kitsch mais jolie. La fillette regarda le juge avec un sourire malicieux et défiant. « Eh bien, monsieur le juge, si vous pouvez déjà marcher, je suppose que vous pouvez aussi danser, n'est-ce pas ?» Antoine rit, un rire authentique et sonore qui surprit même Jean-Luc, qui les observait depuis le cadre de la porte de la cuisine avec une tasse de chocolat chaud à la main. « Ah non, n'exagère pas, Sophie. Une chose est de marcher, une autre est de danser. Je pourrais me casser quelque chose. » Mais elle insista, tendant sa petite main comme si c'était une dame dans un grand salon de bal, une invitation solennelle et irréfutable. « Juste une fois, je promets de ne pas vous marcher dessus trop fort. » Jean-Luc observait de loin, les bras croisés et un sourire discret mais immensément heureux sur le visage. Et Antoine, l'homme qui n'avait jamais dansé même quand il le pouvait, l'homme de pierre, le tatou en toge, regarda la main tendue de la fillette, regarda le sourire de Jean-Luc et pour la première fois de sa vie, accepta avec des pas maladroits et un léger tremblement au genou qui n'était pas de faiblesse, mais de nervosité. Antoine prit la petite main de Sophie et tourna avec elle au milieu du patio en ciment. La danse était plus une trébuchée qu'un pas de valse, plus de rire que de rythme. Mais la joie était si réelle, si pure, qu'elle illuminait tout le patio. À chaque tour, à chaque rire de Sophie, à chaque instruction qu'elle lui donnait. Non, juge, l'autre pied. Quelque chose qui s'était brisé en eux en tous les trois semblait se recoller morceau par morceau avec une colle faite de musique, de soleil et de chocolat chaud. Sophie tournait avec une légèreté et une grâce qui semblaient innées, comme si elle était née pour danser et pour guérir les gens avec sa joie. Antoine, malgré sa rigidité et sa maladresse, se laissait emporter par elle, se permettant d'être vulnérable, se permettant d'être heureux. Le juge, qui était autrefois de pierre, flottait maintenant dans l'air doré de l'après-midi. La chanson se termina, mais ils restèrent là, tournant lentement dans le silence, bercés seulement par le son de leur propre rire. Le soleil se couchait à l'horizon, teignant le ciel d'orange et de rose. La radio grésillait seule dans un coin, et à cet instant parfait, il n'y avait ni condamnation, ni maladie, ni procureur corrompu, ni fauteuil roulant. Il n'y avait qu'une fillette, un père et un homme qui avaient été sauvés par les deux. Il ne s'agissait plus de justice, il s'agissait de guérison, d'un nouveau départ, de la grâce dans sa forme la plus pure. Antoine s'arrêta, haletant légèrement, les larmes aux yeux qu'il ne se souciait plus de cacher. Il regarda Jean-Luc, puis Sophie. « Merci, murmura-t-il. Merci de ne pas avoir abandonné avec moi. » La fillette s'approcha et lui prit les 2 mains. « Il avait juste besoin d'un petit coup de pouce, dit-elle. » Et il rit. Et pour la première fois, il rit fort, librement, vraiment. Et ainsi, entre rire, fleurs et pas maladroit, se termina cette histoire qui ne fut jamais seulement des lois, mais sur la foi, sur les secondes chances et sur le pouvoir incroyable que seul une enfant peut avoir pour apprendre à un homme à marcher, à pardonner et à vivre à nouveau.